À toutes et à tous. On n'est pas nombreuses et je trouve ça un petit peu décevant parce que c'est quand même un thème sacrément important. Alors avant de commencer le débat, moi j'aimerais qu'on ait une pensée pour Caroline Mwata, qui est une militante du Kenya, qui est morte il y a 6 jours. Est-ce qu'elle a été assassinée, pas assassinée, on n'en sait rien. La version officielle, c'est qu'elle serait morte après une tentative d'avortement fait dans une clinique, mais l'avortement étant quelque chose d'interdit. Aujourd'hui, au Kenya, c'est 7 femmes qui meurent tous les jours pour des avortements qui finissent mal. Là, en plus, c'est la version officielle. C'est peut-être son militantisme qui fait qu'elle a été assassinée. Et je trouve que c'est important d'avoir un petit peu une pensée pour elle. Alors, aujourd'hui, on va causer de la santé des femmes et notre regard. C'est le thème de ce débat. On a autour de la table Nina Faure, oui, Ovidie, Lydia et Mélanie. Vous vous êtes mis dans l'ordre, les filles, sans le faire exprès. Alors, chacune se présentera. On a des réalisatrices, on a des militantes. Et je crois que tout le monde est militante de toute façon d'une cause qui nous tient à cœur. Alors, pour Nina et Ovidie, le thème qu'on leur avait demandé d'aborder, c'est la pratique de la gynécologie et de l'obstétrique entraîne-t-elle des formes de maltraitance spécifiques? Donc j'ai cru comprendre en vous entendant tout à l'heure que l'une interviendrait plus sur la gynécologie et l'autre sur l'obstétrique. Après, il y a Lydia du planning qui nous parlera contraception et avortement, où en est-on? Et Mélanie sur l'endométriose. Alors, peut-être avant de commencer les règles du jeu de ce débat, c'est que chacune va nous dire qui elle est et ce sur quoi elle intervient. On va leur laisser le temps de se présenter, elles n'ont pas fait tout ce chemin pour qu'on leur donne 5 minutes. Chacune va intervenir et donc prendre le temps. La seule, je serai gardienne du temps, j'ai pas de montre, gardienne du temps. On a essayé de dire que cette première présentation, fallait pas qu'elle dépasse 20 minutes. Elle peut faire moins, mais essayer de ne pas dépasser 20 minutes. Dans un deuxième temps, une fois les 4 interventions terminées, on leur laissera juste la possibilité de réagir à ce que l'une ou l'autre aurait pu dire et qui est venu les interroger. C'est pas pour commencer le débat, c'est s'il y a quelque chose qui est venu ou contredire ou quelque chose, une pratique de l'une ou de l'autre. Peut-être qu'il y aura rien, mais on leur laisse ce temps-là. Après, il y a le débat avec nous toutes, et ça, et nous tous. Et ça, ce sera important, parce que je crois qu'on a beaucoup de questions à poser. Et à la fin, on leur redonnera la parole pour une conclusion de 5 minutes. La conclusion, on sait bien que c'est aussi quelque chose d'important dans un débat, parce que c'est avec ça qu'on repart comme questionnement que nous aurons un petit peu titillé. Voilà. Donc, alors, vous n'avez pas le choix. C'est joliment dit, c'est bien. Donc, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça que ça va se passer. Oui, c'est comme ça. La prochaine fois, ils ne me redemanderont pas, parole de résistance citoyenne, si ça ne convient pas. Donc, Nina ou Ovidie, l'une ou l'autre, vous commencez? On fait dans l'ordre, on a dit bonjour. Quelques mots. Bon, moi, je suis réalisatrice de documentaires et on va projeter à 18h30 un court-métrage j'ai réalisé qui s'appelle Paye pas ton gynéco, qui parle justement de la question des violences gynécologiques.
Tu parleras plus de la question des violences obstétricales, il me semble, puisque c'est là-dessus que tu as travaillé. Juste les quelques mots que j'aimerais dire là en introduction à cette question, c'est bon, y a-t-il une spécificité en gynécologie? Y a-t-il des maltraitances spécifiques en gynécologie? En fait, il me semble que ces dernières années, la question de la gynécologie et de la maltraitance en gynécologie, de la violence en gynécologie, elle a émergé dans le débat public d'une façon assez incroyable en fait. On a eu un hashtag Paye ton utérus sur le réseau social Twitter, dans lequel en 48 heures il y a eu 7000 témoignages de femmes et de personnes trans qui ont raconté des gestes brusques, remarques déplacées pendant le suivi gynécologique. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup interrogée parce qu'en lisant ces témoignages, d'une part, j'étais très en colère parce que je me suis rendu compte du caractère massif de ces violences. Ça va être, je vous donne quelques exemples, ça va être un médecin qui dit à une jeune femme en lui faisant impalper ma mère, ah bah c'est plus agréable quand ça en a 20 que quand ça en a 50. C'est une blague très rigolote, n'est-ce pas? Ou alors des personnes qui témoignent lors de l'examen vaginal, on pose un spéculum, alors voilà, des fois où il est enfoncé de façon très brutale, ou sans prévenir. Tout un tas de pratiques qui déconsidèrent un petit peu la patiente ou le patient. Et en lisant tout ça, je me suis dit, mais enfin, c'est incroyable, je ne me suis jamais posé la question de mon vécu à moi en gynécologie. Et en lisant ces témoignages, ils me sont apparus évidemment d'une grande violence, et en filigrane, ce qui est apparu, c'est la propre violence de mon vécu. Et je crois que ça a fait ça à pas mal de monde, en fait. Le fait que tout d'un coup, on puisse prendre une distance avec ce qui nous est arrivé, le regarder d'un peu plus loin, et des petites blagues qui avaient l'air d'être rien et qui en fait signifiaient beaucoup. Je me suis rappelée notamment d'un gynécologue qui m'avait dit, alors que j'avais des mycoses à répétition, bon appétit tout le monde, que je devais changer de partenaire parce que ça devait être qu'il avait un trop gros sexe et que donc je ferais mieux de sortir avec un asiatique. C'est aussi une très bonne blague, voilà. Et donc, pour vous dire, ces choses-là, à chaque fois je sortais, je le racontais à tout le monde, on rigolait, on était là, non mais c'est incroyable. Mais en fait, il y a une vraie violence là derrière, parce que jamais on s'interroge sur pourquoi je suis là, moi, pourquoi j'ai un problème gynécologique à répétition, pourquoi je n'ai aucune réponse sur ma sexualité quand je vais chez le gynécologue. Et quand je posais des questions liées à la sexualité à ce gynécologue, il me répondait, mais qu'est-ce que vous voulez, je ne suis pas sexologue. Bon, alors... cette anecdote, pour moi, elle est un petit peu emblématique parce que finalement, des mycoses à répétition, il y a énormément de femmes qui en ont. Et oui, ça peut être lié au rapport, au manque de lubrification, ça peut être lié à plein de problématiques. Et pour moi, il y a quand même une spécificité justement dans la maltraitance en gynécologie, c'est qu'elle touche à la sexualité et à notre positionnement sexuel en fait, sur lequel on a peu d'espace de discussion globalement dans la société, peu d'espace de confiance. Et peu de recul. Voilà, donc la spécificité de la gynécologie et des violences qui se jouent à cet endroit-là, ça peut aussi être qu'elles font écho à la sexualité et aussi aux violences sexuelles que nombreuses ont vécu, que nous sommes nombreuses à avoir vécu. Alors suivant ce qu'on compte comme une violence sexuelle, si on part par exemple d'une blague sexiste, je pense que... tout le monde en a vécu, des petites remarques, etc. Donc, on arrive chez le gynécologue et il y a des réactivations de ces questions-là. Bon, je vous raconte tout ça parce que il me semble que du coup, depuis ce hashtag Paye ton utérus, il y a eu des enquêtes, des émissions de radio, il y a eu des livres, le livre noir de la gynécologie qui est sorti, il y a eu une première émission maltraitance gynécologique de Mélanie Deschalottes sur France Culture. Il y a eu Accouchement, les femmes méritent mieux de Marie-Hélène Lahaye. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste exhaustive, mais en fait, on se trouve dans un moment qui est une forme de mouvement social qui passe beaucoup par le monde intellectuel, les productions intellectuelles, mais aussi par les réseaux sociaux. Il y a eu un vrai mouvement social de femmes et de personnes trans, un mouvement social féministe pour dénoncer les violences gynécologiques, et c'est devenu un problème public.
En fait, ça n'existait pas, et tout d'un coup, ça existe. Alors voilà, je crois que moi, le court-métrage que j'ai pu faire, en tout cas, j'ai commencé à le faire pour une urgence personnelle, en réaction à tous ces témoignages, en réaction au vécu à tout ce que je viens de vous raconter. Et en le faisant, j'ai découvert que je faisais partie de ce mouvement, en fait, et qu'on était dans une tentative de transformation qui dépassait largement la simple question de la gynécologie, puisque en fait c'est un mouvement beaucoup plus vaste, je crois, de tentative de se réapproprier notre corps et d'en préserver l'intégrité physique face à tout type de pouvoir, y compris le pouvoir médical. Donc il me semble qu'on est dans un moment un peu charnière. En tout cas, moi, avec le temps qui passe, on a un peu plus de recul sur pourquoi on fait les choses. Je crois que c'est ça qui se joue un petit peu en ce moment. Et je trouve ça du coup hyper important toute cette organisation de ce débat effectivement autour de santé, corps des femmes, le pouvoir patriarcal et médecine, parce que y a un long chemin qui reste à parcourir pour la réappropriation de nos corps. Bon, déjà en tant que femme, mais je pense que ça pose aussi la question plus vaste du rapport de la médecine occidentale au corps en général. Vous voyez tout ce qu'on peut tirer comme fil à partir de cette problématique, mais je m'arrête là pour le moment. Bonjour, donc par où commencer donc j'ai réalisé un documentaire qui n'est pas encore diffusé, qui sera diffusé sur Arte dans les mois à venir, quand, je ne sais pas, mystère, mais ça c'est les mystères de la programmation. Mais voilà, ce documentaire est terminé. C'est un documentaire qui s'appelle « Tu enfanteras dans la douleur » et qui s'interroge sur la dimension idéologique et politique de l'accouchement. Qu'est-ce qui entoure l'accouchement? Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé à un stade où finalement on découvre, mais on le savait déjà tous et toutes, enfin surtout toutes, on découvre qu'il y a une forme de violence qui est systémique lorsque parfois on se retrouve les pattes écartées en train d'accoucher ou césarisé. Moi, la question de l'accouchement, c'est une question qui me travaille depuis assez longtemps. Il faut le dire, dans les années 90, j'habitais à Châteauroux et mes parents étaient très amis avec le docteur Max Ploquin, qui a fait partie, je dirais, des pionniers de l'accouchement qu'on appelait psychoprophylactique, donc de l'accouchement dit sans douleur, inspiré de la méthode Lamaze, qui lui-même avait fait le voyage en URSS, avait ramené la méthode russe en France, etc., avait créé la polyclinique Les Buées, financée par la CGT Métaux, etc., etc. Donc, moi, dans les années 90, par mes parents, j'ai fait la connaissance du docteur Max Ploquin, qui avait donc une toute autre vision de l'accouchement, qui considérait que le médecin n'était pas Dieu le Père, que c'était les femmes qui accouchaient, qu'on ne les accouchait pas. Et déjà, on va dire politiquement et philosophiquement, je trouvais ça très bien. Et j'étais très étonnée à l'époque mais j'étais pas encore directement concernée par la chose, j'étais assez étonnée finalement que ce soit aussi absent de la littérature militante du moment, en tout cas, et de la littérature féministe, comme si à ce moment-là, il y avait eu une absence de quelques années sur ces questions-là. Moi, j'ai accouché en 2005, j'ai pas subi moi-même directement de violence obstétricale. Néanmoins, ce que j'ai constaté quand même le jour où je me suis retrouvée en train d'accoucher, c'est qu'il y avait une forme d'infantilisation où j'étais arrivée, je gérais relativement bien les choses. On me dit « Ah, mais il vous faut la péridurale ?» Je dis « Non, tout va bien, je le sens bien, je sais ce qui se passe dans mon corps, pour le moment, je le sens bien. » Et puis toutes les 20 minutes, on venait me voir en me disant « Ah, vous allez vous plaindre tout à l'heure, là maintenant, vous dites ça, mais tout à l'heure, vous allez voir. » On me parlait comme si j'avais 12 ans et demi, comme si j'étais incapable de savoir finalement ce qui se passait dans mon corps, dans mon ventre, dans mon utérus, ce qui était fort désagréable. Et je me souviens qu'au moment d'accoucher, bon, je m'exprimais un peu, voilà, mais ce qui est normal, on accouche tout de même. Et je me souviens de la sage-femme qui avait mis sa main devant ma bouche, comme ça, pour empêcher de crier. Je m'étais arrêtée, on s'était tout arrêté. Il y avait la gynéco qui était là, on s'est toutes regardées comme ça. Un an j'ai passé, on s'est regardé, on s'est dit vraiment c'est vrai. Et puis elles se sont engueulées entre elles, puis moi j'ai recommencé, puis moi j'ai accouché. Mais je me souviens que quand je suis sortie de là, je me suis dit, c'était pas une vraie violence, je veux dire, j'en suis pas sortie traumatisée ni quoi que ce soit, mais je suis sortie de là avec pas mal d'interrogations en me disant, mais pourquoi on m'a infantilisée comme ça? Pourquoi finalement on m'a pas laissé complètement le choix? Pourquoi
Donc on m'a fait aussi des gestes, on m'a imposé des gestes que j'avais pas forcément choisis, comme on m'a percé la poche des os sans trop m'expliquer pourquoi. Moi j'étais pas contre, je suis pas contre, tant qu'on m'explique les choses, voilà, j'estime que comme la quasi-totalité, enfin comme la totalité des femmes qui viennent accoucher, voilà, je suis capable de discernement, je suis capable d'entendre un discours, je suis pas gynéco, je suis pas capable de tout comprendre le discours scientifique, mais je suis quand même capable de comprendre un minimum de choses si on veut bien me l'expliquer. Donc je suis sortie là avec pas mal d'interrogations et je me souviens à l'époque il y avait les premières doulas aussi qui commençaient à se former en France, il y avait des premiers mouvements de réflexion autour de ça. Je me souviens que Miviludes considérait ça d'ailleurs un peu comme une secte, les doulas étaient perçues comme un mouvement sectaire, on ne comprenait pas très bien pourquoi, à quoi ça servait, mais est-ce qu'elle veut se substituer aux sages-femmes, on ne savait pas. Donc je m'étais intéressée à tout ça, mais j'étais encore une fois étonnée de voir que ça n'était pas complètement dans la sphère militante, que c'était un peu absent, un peu en dessous des radars et un peu absent des débats. Et est arrivé ce mouvement qui était une sorte de proto-MeToo, finalement, qui est le mouvement social dont tu parlais, qui est arrivé avant MeToo, qui a été toute cette libération de la parole autour de tous ces hashtags, paye ton utérus, paye ton gynéco, etc., etc., qui a permis à un certain nombre de femmes qui restaient parfois avec leur traumatisme, leur souffrance, leur douleur, comme ça, qui étaient tues parfois depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça a permis une certaine libération de la parole sur ces questions-là, qui ont permis de remettre sur le devant de la scène toutes ces interrogations-là. Et donc il s'est passé plein de choses que vous savez autant que moi, c'est-à-dire la commande d'un rapport sur les maltraitances gynécologiques. Finalement, ils ont changé. À la base, c'était un rapport sur les violences gynécologiques et obstétricales, elles ont dû changer de terme. Maintenant, c'est un rapport sur les actes sexistes en gynécologie et en obstétrique, qui avait été commandé donc, par Marlène Schiappa en juillet 2017, me semble-t-il, qui a été remis en juin de l'année dernière, juin 2018. Et voilà, donc ça a permis, je dirais à un niveau médiatique, déjà d'aborder la question, et ça a permis d'interpeller de façon un petit peu plus radicale le personnel de santé, qui dans un premier temps a fait la sourde oreille, a dit que tous ces témoignages-là étaient... que les femmes qui témoignaient en gros étaient des affabulatrices, ou des fragiles, ou des vulnérables, ou qu'elles fantasmaient aussi, on l'a lu aussi ça. Bref, on a entendu, dans un premier temps, il y a eu une forme de déni de la part de certains gynécologues, alors que du côté des sages-femmes, il y avait déjà une remise en question qui était là, et d'ailleurs, l'ordre des sages-femmes a accueilli plutôt positivement l'annonce de la commande du rapport, alors que dans un premier temps, il y a eu vraiment de l'hostilité plutôt du côté des gynécos. Qui commence un petit peu à changer de discours, puisqu'il y a donc eu cette remise de rapport, puisqu'il y a eu cette prise de conscience globale, puisqu'il y a une remise en question partout, y compris de la part des étudiants, des étudiantes, qui aussi n'ont pas envie d'être eux-mêmes maltraitants, donc qui réfléchissent sur leurs propres pratiques. On n'a jamais autant parlé de consentement finalement que depuis MeToo, donc forcément la question du consentement, c'est quelque chose qui revient aussi dans la formation, beaucoup plus qu'avant. Enfin, donc il se passe des choses aussi extrêmement positives, et puis déjà au sein des maternités, il y avait aussi déjà plein de personnes, plein d'aides-soignantes, de sages-femmes, peut-être un peu moins de gynéco, mais il y en avait quand même aussi, qui voyaient bien que tout ne tournait pas complètement rond. Donc dans le cadre de ce documentaire, ces réticences-là, je les ai vues à différents niveaux. Déjà, au niveau des militantes, elles n'ont pas toujours été très bien reçues, que ce soit en France comme ailleurs. Je suis allée filmer des militantes en Italie, qui ont proposé un projet de loi autour des violences obstétricales, qui ont financé elles-mêmes une étude qui a révélé en gros que 64% des femmes qui avaient accouché en Italie avaient subi des violences obstétricales. Enfin voilà, des chiffres quand même qui étaient extrêmement forts. Elles ont fait une proposition de loi, elles ont reçu des lettres de menaces en face, etc. Donc elles se sont rendues compte que quelque chose qui n'était pas extrêmement démocratique là-dedans. Donc il y a ce rejet du côté des militantes. Il y a aussi des femmes qui ont témoigné, qui sont allées jusqu'à porter plainte auprès de l'ordre des médecins. Et ça, c'était aussi une autre dimension qui était intéressante. C'était le CIAN qui accompagne les femmes. Et il y avait certaines femmes donc, que j'ai rencontrées qui m'ont raconté qu'elles avaient vécu des conciliations. Parfois qu'il y avait des conciliations qui se passaient bien. Attention, encore une fois, que parfois il se passe des choses très, très intéressantes aussi, mais qu'il y avait aussi des conciliations qui étaient catastrophiques, où
elles subissaient finalement une deuxième forme de violence le jour de la conciliation. Le jour où elles venaient récupérer leur dossier, elles se rendaient compte qu'il y avait des monitos rapiécés, coupés au milieu, avec du Tipex, des choses comme ça, des choses qui n'étaient pas terribles. Donc c'était aussi une forme de deuxième violence, mais aussi au moment de comparaître, je ne sais pas comment on dit, au moment où elles se retrouvent face à aux représentants de l'ordre des médecins. En gros, on leur explique, on leur met bien la pression en disant attention, c'est contre vous aussi qu'on pourrait porter plainte, etc. Donc des formes d'intimidation à chaque fois pour faire retirer leur plainte comme ça. Donc à partir de là, et je vais m'arrêter parce qu'après je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est ce constat-là, en fait, le documentaire n'est pas spécifiquement sur la violence obstétricale, il prend comme point de départ les violences obstétricales pour essayer de comprendre, mais ça vient d'où? Et en fait, ça vient, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est historiquement ancré vraiment profondément dans notre culture, qui remonte à beaucoup plus... c'est beaucoup plus lointain, c'est la question de la création de la gynécologie, c'est la question des guerres qui sont toujours un petit peu... Enfin, qui sont toujours là, on l'a bien vu avec les grèves de 2015 entre sages-femmes et gynéco, il y a des oppositions à ce niveau-là, enfin, des choses qui ne disparaissent pas comme ça. C'est des rapports, ces histoires de rapports de pouvoir, c'est aussi des questions de en quoi l'hôpital est devenu le seul et unique lieu d'accouchement. À partir de ce moment-là, l'hôpital c'est une institution. À partir du moment où c'est une institution, elle a ses protocoles, et les protocoles peuvent eux-mêmes engendrer de la violence. En quoi ces violences-là, finalement, elles ne sont pas... c'est pas des accusations ad hominem, c'est pas un tel, une telle qui est méchant, qui est maltraitant, mais en quoi justement c'est systémique, c'est-à-dire que c'est tout un système, tout un environnement qui crée finalement, qui amène à ce type de maltraitance, et en quoi finalement on a tous intérêt à réfléchir ensemble, à faire évoluer les choses sans pointer uniquement du doigt le personnel soignant, ce qui n'est pas utile, mais plutôt surtout qu'il y a d'autres problèmes qui se posent aussi à ce niveau-là, au niveau budgétaire, fonctionnement de l'hôpital, etc., etc. Mais comment on a plutôt intérêt, tous et toutes, à s'interroger sur ces pratiques-là et sur tout simplement notre façon d'accoucher qui n'est pas un sous-problème et qui n'est certainement pas neutre, voilà, politiquement, idéologiquement. L'accouchement est toujours chargé de quelque chose. Bonjour, moi je suis Lydia, je suis membre du planning familial. Tout ce que vous avez raconté, moi, me parle quand même beaucoup, hein, parce que membre du planning familial, mais je suis aussi professionnellement, je suis sage-femme. Donc, ces violences gynécologiques, obstétricales, je les vois, enfin, je les ai vues. Cette problématique qui est ressortie là, il y a 2 ans, je me la suis pris en pleine face. Hein. C'était aussi compliqué à gérer en tant que professionnel, et on voit au quotidien dans les patients quand elles viennent pour l'accouchement, leur projet de naissance. Voilà. Donc après, je ne vais pas débattre de là où je travaille, de comment on fait, mais ça me parle aussi beaucoup. Moi, j'étais plus là aujourd'hui pour vous parler de la contraception et de l'avortement. On est au membre du planning. Hein. Donc, il y a plusieurs dates à retenir. Il y a 3 dates très importantes sur la législation de la contraception et de l'avortement en France. Il faut retenir la date de 1920. C'est une loi qui interdit et réprime la contraception et l'avortement en France, en 1920. Après la Première Guerre mondiale, où il y a eu un début d'émancipation des femmes. Voilà. Et puis, avec beaucoup de morts, on a décidé qu'il fallait remettre la natalité en route. Donc, pas de contraception, qui était déjà compliqué à obtenir à cette époque. Puis en 1967 est arrivée la loi Nowitz qui autorise la vente de moyens de contraceptifs. Alors, la vente était autorisée, mais il n'y en avait pas encore. Elle a été appliquée qu'en 1972, réellement. Et janvier 1975 avec la promulgation de la loi sur l'avortement. Voilà. Le planning familial, donc nous on est une association militante, féministe et d'éducation populaire. On a vu le jour en 1956 sous le nom de la maternité heureuse. Donc avec la naissance sans douleur, tout ça, voilà. Il y avait donc cette association, s'est revendiquée pour chaque couple et chaque femme le droit de contrôler les naissances. Puis en 1960, l'association est devenue Mouvement pour le planning familial.
donc là où il y avait plutôt des informations sur les méthodes contraceptives, et on dirigeait couper les femmes vers des médecins formés à la contraception et à la commande de contraceptifs à l'étranger, pour qu'elles puissent maîtriser et puis avoir une vie sexuelle confortable. Voilà. Et est arrivée en 1967 la loi Nowitz. Donc elle a été réellement appliquée en 1972 avec un décret qui a autorisé à ce moment-là la fabrication et la prescription de contraceptifs. Et les moyens contraceptifs étaient en vente uniquement à partir de 21 ans. Il fallait l'autorisation des parents pour les mineurs. Voilà. Donc avec cette loi, les femmes ont pu quand même avoir une sexualité épanouie, choisir le droit, avoir le choix ou non d'avoir des enfants. Et ça a été aussi un cap fondamental pour nous les femmes, avec la possibilité d'une réelle implication dans la vie au niveau social, professionnel et politique. Arriver à essayer d'atteindre l'égalité, la parité, tous ces jolis mots. Voilà. Donc, quelques dates clés sur la contraception en France, importantes. En 1974, il y a certaines pilules qui ont été alors remboursées par la sécurité sociale. Les mineurs, à ce moment-là, avaient la possibilité d'avoir accès à la contraception sans l'autorisation des parents, uniquement dans les centres de planification familiale. C'était déjà beaucoup à cette époque. Il y a eu un petit peu d'évolution, mais après, les contraceptifs étaient prescrits uniquement par les médecins. Depuis 2009, les sages-femmes ont obtenu le suivi gynécologique de prévention et la prescription de tous les contraceptifs pour toutes les femmes en âge de procréer, de 15 à 60 ans. Voilà. On peut faire les suivis gynécologiques de prévention. En 2012, les pharmaciens et les infirmiers ont eu la possibilité de renouveler, le droit de renouveler les prescriptions médicales de certains contraceptifs pour 6 mois. Donc pas obligé, on n'a pas notre ordonnance pour aller renouveler la pilule. On peut aller voir le pharmacien et lui dire j'ai mon ancienne ordonnance, vous pouvez me la renouveler. C'est important de le savoir, ça évite une consultation gynécologique inutile, quelquefois, selon ce qui s'y passe dans cette consultation. C'est surtout ça. Voilà. En 2013, les mineurs ont accès à certains contraceptifs gratuitement dans les pharmacies sur prescription médicale. Donc, prescription médicale, elle est faite soit par un médecin, soit par une sage-femme. Voilà, le médecin généraliste, gynécologue, ça peut être aussi le pédiatre, n'importe quel médecin. Voilà. Et en 2016, il y a un décret qui prévoit pour les mineurs de moins 15 ans la prise en charge des frais d'examen de biologie, de consultation médicale annuelle et de suivi, ainsi que les frais de pose et de retrait d'un dispositif intra-utérin et également des implants. Voilà, donc tout pour les jeunes mineurs, enfin pour les mineurs, moins de 18 ans, tous les contraceptifs sont accessibles de manière gratuite, anonyme, sur délivrance et prescription médicale. Donc il y a quand même aussi des difficultés, hein. Toutes les femmes n'ont pas accès à la contraception, hein. Il y a des freins économiques, difficulté de se rendre sur des lieux de consultation, voilà. Donc après, le planning, on est aussi là pour informer toutes les jeunes femmes, les patientes et aussi les couples, les hommes, parce que quelquefois on a aussi des jeunes hommes qui viennent nous demander des renseignements pour leurs amis, pour les diriger vers des professionnels bienveillants et en droit de prescription. Il y a quand même, sur les consultations de demande de contraception, on n'est pas obligé d'avoir un examen gynécologique pour une première fois, même une deuxième. Pour une pilule, on n'a pas besoin de se déshabiller. Voilà. Donc ça, c'est la réalité en France. Après, dans le monde, c'est pareil, hein, l'accès à la contraception n'est pas égal partout, hein. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas accès à la contraception. Puis il y a une grande injustice, hein, là-dessus, avec les inégalités entre les régions du monde, les pays, les oppositions religieuses à la planification familiale, hein, qui est un frein majeur pour l'obtention de contraceptifs, hein, le contrôle des naissances. Hein. Voilà, difficulté d'accès au sang, puis aussi les traditions culturelles. Voilà. On peut quand même, hein, ça a quand même amélioré l'égalité des sexes, la santé maternelle, les taux de survie infantile, les taux de survie aussi pour les accouchements. On fait peut-être moins d'enfants, mais on a aussi quand même un taux de mortalité maternelle qui est nettement diminué par rapport aux années
aux années 20, aux années 50, et ça c'est important. Voilà. Je vais prendre ma petite feuille dans mon sens. Est-ce que je peux me permettre comment ça se passe ici, au niveau de l'accès à l'avortement, etc. Ici, dans la région, sur Angoulême, l'accès est facile sur... Pardon. Est-ce que sur la Charente, est-ce que c'est un département où il y a spécialement des difficultés pour avoir accès à l'avortement, etc. Parce qu'il y a certaines zones en France où c'est compliqué, ou est-ce qu'ici, voilà... Non, il n'y a pas de difficulté, les rendez-vous sont assez... c'est facile. Il n'y a pas de difficulté pour les jeunes femmes, les femmes d'obtenir des rendez-vous au niveau des centres hospitaliers ou auprès de... Il y a quelques professionnels libéraux, sages-femmes et médecins aussi généralistes qui font des IVG médicamenteuses en ville. Il n'y a pas de difficulté, on arrive facilement à les orienter. On n'a pas eu... Peut-être un point, c'est quand il y a difficulté, c'est que parfois on fait connaissance. Nous, on a une permanence téléphonique, par exemple, et ça arrive assez régulièrement que des personnes nous téléphonent, parce qu'elles doivent quel que soit l'âge d'ailleurs, et que ça ne marche pas, et qu'elles ne savent pas où s'adresser en fait. C'est souvent ça. Surtout des... Et après, une fois que le lieu a été identifié, les retours qu'on a, quand on a des retours, parce que nous, après, les personnes font ce qu'elles ont envie de faire, elles ont l'information, elles en bénéficient. Après, parfois on les accompagne à la demande, mais ce n'est pas nécessaire. Donc après, visiblement, ça se passe plutôt bien. Donc ça se passe à l'hôpital, parce qu'il y a un centre orthogénique, ça c'est sûr. Ça se passe aussi donc à la clinique de Soyaux, où il y a aussi une prise en charge. Et puis après, sur la médicamenteuse, tu pourras peut-être préciser, parce qu'il y a quand même maintenant, vu que les sages-femmes maintenant de nouvelles compétences, ça va permettre aussi d'accroître effectivement l'accès. Et dans tout ce que disait Lydie, ce qui est intéressant, c'est pour le relier au patriarcat, c'est que là on voit quand même que 1920, c'est quand même bien la mainmise d'un système patriarcal sur quand même le corps des femmes. Et c'est là-dessus que s'exerce le patriarcat. Ça, c'est une des premières constatations qu'on peut faire. Et dans des pays où il y a des problèmes d'accès à la contraception, vivre une sexualité épanouie, c'est aussi pour des régions certainement religieuses, culturelles, mais un patriarcat aussi quand même très fort, quoi. Donc, ça, je crois que c'est important. Oui, puis ça continue, parce que dans l'historique, il y a eu la crise économique en 1930, donc on a demandé, dans les années 30, on a demandé aux femmes de rester à la maison. À partir du moment où il y avait une des personnes du foyer qui travaillait, ça suffisait. Et aujourd'hui, il faut aussi faire attention un petit peu à ça. On parle beaucoup de la précarité du travail chez les femmes avec les temps partiels. C'est pas toujours un choix, le temps partiel, pour les personnes. Enfin, là, on déborde du sujet contraceptif, mais c'est la vie réelle. Voilà. Donc, l'avortement, j'allais y venir, mais non, il n'y a pas de souci. La loi a été promulguée en janvier 1975, après des débats longs et difficiles. On en a beaucoup parlé suite au décès de Madame Simone Veil. Cette loi, elle est quand même arrivée suite à certains faits qui se sont passés dans les années 70, avec le manifeste des 343 en 1971, dont des célébrités qui ont reconnu avoir eu recours à l'avortement. Nous avons signé un manifeste, le procès de Bobigny en 1972, où ça a été la première relaxe pour une jeune mineure accusée d'avoir eu recours à l'avortement suite à un viol. Donc ça, c'était important. Cette loi en 1975, elle a été mise en place uniquement pour 5 ans, parce qu'il y avait quand même beaucoup de freins à l'Assemblée nationale, et ils pensaient quand même que les femmes allaient déborder certainement sur l'avortement et avoir recours plus qu'il ne le fallait, probablement. L'IVG, donc, elle a été mise en place pour 5 ans avec des conditions bien particulières. Ces conditions ont évolué au fil des années, même si c'est normal, il faut qu'il y ait aussi des garde-fous, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc l'IVG en 1975, c'était jusqu'à 10 semaines de grossesse par un praticien en secteur hospitalier. Il y avait 2 consultations médicales obligatoires avec un délai de réflexion d'1 semaine entre les deux, plus une consultation psychosociale. Il fallait la confirmation par écrit de la femme qui demandait l'interruption volontaire de grossesse et clause de conscience pour les personnels de santé et les médecins. Donc si ils ne voulaient pas réaliser d'interruption volontaire de grossesse, ils mettaient leur clause de conscience et n'intervenaient pas là-dessus.
Voilà, cette loi elle a été reconduite par un décret le 31 décembre 1979. Elle a été reconduite sans limite de temps, donc depuis, l'IVG est totalement légale en France. En 1982, son remboursement a été mis en place par la Sécurité sociale, a été accepté. En 2001, l'allongement du délai légal est passé de 10 semaines à 12 semaines de grossesse. Voilà. Et il n'y a plus obligation d'autorisation parentale pour les mineurs. Il faut juste qu'elles soient accompagnées d'un majeur. Il n'y a plus d'autorisation parentale. En 2016, il y a eu la suppression du délai de réflexion. Donc, il y a toujours 2 consultations qui sont maintenues, mais il n'y a plus l'obligation de ces 7 jours de réflexion entre les 2 consultations. L'entretien psychosocial est obligatoire encore pour les mineurs. Ça, c'est quand même... Parce que le vécu d'une interruption volontaire de grossesse dans la vie d'une femme, c'est quand même quelque chose de très important. De faire le choix, d'avoir... Donc, et ça marque vraiment les femmes. Il n'y a aucune femme, aucune patiente qui prenne cette décision parce qu'elles ont envie de le faire, d'y avoir recours. C'est vraiment très très difficile. Donc l'entretien psychosocial permet quand même aussi d'aborder beaucoup de points avec les jeunes mineurs sur leur sexualité, la contraception et puis pour leur suivi après. Et en 2016, les sages-femmes ont eu l'autorisation de réaliser des IVG médicamenteuses. Les IVG médicamenteuses sont jusqu'à 5 semaines de grossesse. Donc voilà, ça peut se faire par un praticien de secteur hospitalier. Aujourd'hui, c'est plus vrai à 100%. Donc là, il y a beaucoup tous les hôpitaux devraient pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, mais ça peut être fait en ville par les praticiens exerçant en libéral. Donc sur le Charente, il y a une sage-femme actuellement qui le fait. Il y a sur un médecin généraliste. Voilà. Après, il y a des conventions passées avec les secteurs hospitaliers pour les prises en charge en cas de complications. Et tout ça est bordé. Voilà. Après, ça me semble essentiel. L'avortement, c'est un droit fondamental. Il y a beaucoup de pays, donc ils ont l'autorisation d'avoir accès à l'IVG, mais quand même dans des limites encore plus restrictives que chez nous, même s'ils ont le droit, des accès quand même difficiles. En France, depuis qu'il y a eu cette loi sur l'avortement, le taux d'IVG est stable depuis des années. On n'expose pas les scores sur l'avortement. Il n'y a que 14,9 pour 1000 femmes entre 15 à 49 ans qui ont recours par an à l'IVG. Ce chiffre, il est stable depuis des années. La mortalité, je n'ai pas trouvé de taux de mortalité suite à des IVG. J'ai cherché, voilà. Donc, sur quelque chose de légal et bien encadré, il n'y a pas de difficulté et les femmes derrière ont toute possibilité d'avoir des enfants. C'est ça aussi, parce que dans les pays, dans le monde, l'accès à l'avortement est difficile, où ça se fait beaucoup de manière illégale. Il y a un taux de mortalité très important et des risques et des séquelles aussi pour ces femmes, des mutilations importantes. Voilà. Merci beaucoup. Mélanie, bonjour. Bonjour. Donc moi je suis Mélanie, je représente l'association Endo-France, qui est donc la première association de lutte contre l'endométriose. Donc moi je vais vraiment vous présenter l'endométriose aujourd'hui. Donc l'association Endo-France a été créée il y a 18 ans par 2 femmes qui se sont croisées lors d'une consultation pour justement cette maladie. Après échange, elles se sont aperçues que, surtout il y a 18 ans, la maladie était encore méconnue. Il y avait des difficultés de prise en charge et surtout de prise en compte des douleurs. Donc elles ont créé l'association. Voilà. Donc Endo-France a beaucoup évolué en 18 ans. Aujourd'hui, c'est une association qui est connue et reconnue sur le plan national, mais aussi par les pouvoirs publics. Elle est intervenue auprès de nombreux congrès médicaux et a notamment participé à la rédaction des recommandations par la Haute Autorité de Santé pour la prise en charge de l'endométriose et a présenté ce projet auprès du Congrès national des gynécologues et obstétriciens français, donc soit près de 2000 médecins.
Elle est également la première association de lutte contre l'endométriose, car elle est composée d'un comité scientifique constitué de 30 médecins spécialisés, donc médecins de renom spécialisés dans l'endométriose. Ces médecins forment et participent à des conférences organisées par EndoFrance pour informer et former aussi le corps médical, que ce soit les médecins traitants et même des gynécologues qui ne connaissent pas encore bien la maladie, mais aussi de plus en plus les infirmières scolaires et les sages-femmes. L'association a également participé à la mise en place du premier programme d'éducation thérapeutique du patient spécialement lié à l'endométriose en 2016 au CHU de Montpellier. Et la même année, elle a soutenu l'ouverture du premier centre expert dédié à l'endométriose, qui rassemble donc plusieurs spécialistes de différentes spécialités médicales, que ce soit digestif, urinaire ou gynécologique. Je vous présenterai tout à l'heure la pathologie, vous comprendrez pourquoi il y a toutes ces spécialités qui sont concernées en fait. Et donc c'était au CHU de Rouen. L'association, depuis fin d'année 2018, a été agréée association d'usagers du système de santé, donc association de patients du système de santé. Et donc ça lui permet d'avoir une crédibilité supplémentaire auprès des pouvoirs publics. Elle est constituée de plus de 60 bénévoles sur le plan national, dans toutes les régions, y compris les DOM-TOM, et depuis la fin de l'année 2018, également à Londres. Voilà, donc toutes les femmes bénévoles sont atteintes d'endométriose. Elle compte également 1900 adhérents au 31 décembre 2018, donc depuis vraiment 2-3 ans, on a une adhésion croissante de femmes ou même d'hommes conjoints qui deviennent adhérents à l'association. L'association est aujourd'hui aussi reconnue, et de plus en plus la maladie est connue du grand public grâce à Laetitia Milo, qui est la marraine de l'association depuis quelques années. Elle a financé le spot de sensibilisation qui a été diffusé sur différentes chaînes de télévision en 2016 pour sensibiliser et informer le grand public. Et elle a également reversé la totalité de ses droits d'auteur pour le livre qu'elle a sorti, Le bébé c'est pour quand. Donc la totalité de ses dons a été reversée à la recherche. Elle a aussi participé, comme toutes les personnalités publiques, à des jeux télévisés qui permettent de récolter des dons. Depuis ce début d'année, on a un parrain, donc l'information est sortie il y a quelques jours, c'est lui qui a sollicité l'association EndoFrance. Il s'agit de Thomas Ramos, qui est un jeune rugbyman professionnel, qui vient d'intégrer l'équipe de France et qui nous a sollicité parce que sa femme est atteinte d'endométriose. Et lui souhaite intervenir et faire bouger les choses aussi auprès des hommes. Lors de son interview, la première chose qu'il a dit, il a parlé de la maladie, de son quotidien aux côtés de sa femme, mais il a aussi dit que l'homme était le premier soutien de la femme atteinte de la maladie. Et donc c'est important pour lui de toucher un autre public, qui est donc la gente masculine, face à cette maladie féminine. Quoi vous dire de plus ? Aujourd'hui, oui, c'est important. Donc la quasi-totalité des dons qui sont faits à EndoFrance sont reversés à la recherche. Aujourd'hui, on a reversé plus de 100 000 € à la recherche, puisqu'aujourd'hui, je vais vous présenter juste après la pathologie. L'endométriose est une maladie qui tend à être de plus en plus connue, mais c'est une maladie complexe et on ne sait pas aujourd'hui, on ne connaît pas les origines de la maladie. On soumet des hypothèses de facteurs génétiques, d'impact de perturbateurs endocriniens, mais aujourd'hui on n'a pas vraiment de profil type d'une patiente atteinte d'endométriose. Voilà, n'importe quelle femme peut être touchée. Donc je vais vous présenter Ouais, je vais prendre votre micro peut-être. Donc je vais vous présenter effectivement la physiopathologie. C'est important que je vous présente l'appareil génital féminin puisque tout part de là. Donc voilà.
Donc la physiopathologie de l'endométriose. Donc bon, je vous présente un peu l'appareil génital féminin. Vous avez donc le vagin ici, l'utérus, les trompes et les ovaires. Donc en fait, l'endométriose, je suis obligée de partir du début de cycle. En début de cycle, nous avons un endomètre fin qui va s'épaissir en vue d'arriver à la période d'ovulation. S'il y a fécondation, l'endomètre qui devient épais va permettre à l'embryon de s'implanter en fait. S'il n'y a pas d'implantation, on va avoir donc les règles menstruelles qui est donc en partie l'évacuation de l'endomètre. On va passer juste après au prochain schéma, mais je vais faire le tour. Donc du coup, l'endomètre est censé donc s'évacue pendant les règles. On a ce qu'on appelle des reflux qui vont remonter dans la zone pelvienne, et donc on va avoir des cellules d'endométriose, enfin d'endomètre à l'origine, qui vont aller migrer et se nicher un petit peu partout dans la zone pelvienne. Donc ces cellules, normalement, sont censées après se désagréger, et dans le cas d'une femme atteinte d'endométriose, elles vont rester. Ça veut dire qu'à chaque cycle, à chaque fois où il n'y aura pas d'ovulation, d'autres cellules vont migrer. Celles qui existent déjà vont aussi se développer, et c'est ce qui provoque du coup l'endométriose. On parle quand même du cas de l'adénomiose, donc c'est un dérivé, si je peux dire ça comme ça, de l'endométriose. En fait, là, l'endomètre, au lieu de s'évacuer, va infiltrer le muscle utérin et donc ronger petit à petit ce muscle. Je vais passer au deuxième schéma. Donc, du coup, on va avoir voilà, les cellules qui vont se nicher un petit peu partout. Et ce qu'il faut comprendre, pour comprendre du coup les douleurs, c'est que lorsque l'endomètre va saigner, comme il s'agit de cellules d'endomètre, elles vont saigner en même temps. Donc, c'est ce qui va provoquer les douleurs, les inflammations, et je vous présenterai après justement quels sont les différents symptômes de l'endométriose. Donc, du coup, on voit que voilà, ça va se nicher vraiment partout, ça reste, et à chaque règle, ça saigne également un peu partout dans le corps, là où c'est situé. C'est le dernier. Juste après. Voilà. Donc ça, au fur et à mesure des cycles, si l'endométriose n'est pas stoppée, on va se retrouver avec des adhérences. Vous voyez, c'est un peu comme une toile d'araignée en fait. On va se retrouver avec des lésions, mais aussi des adhérences qui vont rendre un peu immobiles les différents organes et qui vont causer des dysfonctionnements. On a des cas, l'endométriose, il existe 4 stades. On va avoir le stade 1 et 2, où on va avoir vraiment une intégration de l'endométriose au niveau de la zone pelvienne. Et sur des stades 3 et 4, ça va atteindre l'appareil digestif et l'appareil urinaire. Donc du coup, ça cause vraiment des problèmes de mobilité, ça va causer des troubles et du coup des déformations. Je ne sais pas si vous avez vu, voilà, de ce côté, vous allez avoir en gros une trompe normale et avec les différentes adhérences, on va avoir la déformation. Voilà ce qu'est l'endométriose. Du coup, c'est bon, je redescends. Alors, les différents symptômes de l'endométriose, on en a vraiment 6. On va avoir donc des règles douloureuses. On va avoir aussi des troubles digestifs et des troubles urinaires, quand ces parties-là sont atteintes, mais également quand elles ne sont pas atteintes pendant les règles. Une fatigue chronique, des douleurs pelviennes intenses et de la dyspareunie. Donc on en vient à ce que disait tout à l'heure Nina. Donc on est sur en fait des douleurs pendant les rapports sexuels. Donc les patientes qui nous font des retours souvent se sentent un peu incomprises par rapport aux différents médecins, parce qu'on a déjà eu des retours aussi où un médecin a dit à la patiente qu'il fallait qu'elle change de compagnon parce que c'est lui qui ne faisait pas les choses bien, qui avait peut-être effectivement un sexe trop gros, ou voilà, toutes les raisons qui peuvent supposer que c'est de la faute de ce pauvre monsieur. Donc, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, l'endométriose touche une femme sur 10. 70% des femmes atteintes d'endométriose souffrent de douleurs chroniques invalidantes. Je dis bien chroniques, c'est-à-dire que ça peut être pendant les règles, mais ça peut être aussi en dehors des règles. 40% d'entre elles ont des problèmes de fertilité. Et aujourd'hui, il existe 0 traitement spécifique pour soigner l'endométriose. Les seules solutions, ça va être la pilule contraceptive continue, puisque pour que l'endométriose ne se développe pas, il faut stopper les règles, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le schéma. Donc soit la pilule contraceptive, soit le stérilet hormonal. Aujourd'hui, en moyenne, on est à 7 ans de diagnostic. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une maladie complexe, on n'en connaît pas l'origine.
aussi parce que elle n'est pas toujours visible aux examens. Les premiers examens qu'on fait pour un diagnostic d'endométriose, ça va être l'échographie pelvienne et l'IRM pelvien. Mais une endométriose légère, stade 1 ou 2, qui va avoir des lésions du coup légères, un petit peu étendues, mais ne seront pas visibles à l'IRM. C'est pourquoi aujourd'hui l'interrogatoire de la patiente est indispensable. Et cet interrogatoire passe par les différents symptômes que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on a des difficultés de prise en charge qui tendent à évoluer, parce qu'on a de plus en plus de médecins spécialisés. Mais le prédiagnostic ne doit pas forcément être établi par un médecin spécialisé de l'endométriose. Il faut que ce soit fait par un médecin traitant ou un gynécologue lambda, de par les symptômes, et puis mettre en place les premiers examens. Nous, on parle aussi de plusieurs, on ne parle pas d'une maladie de l'endométriose, on parle des endométrioses, parce que cette maladie va évoluer différemment d'une femme à l'autre. On ne va pas forcément avoir les lésions au même endroit, on ne va pas avoir le même stade, on ne va pas avoir les mêmes, même si on a des symptômes vraiment spécifiques, on ne va pas tout avoir les mêmes symptômes au même moment. Donc on parle vraiment de plusieurs endométrioses. Donc la difficulté aujourd'hui des retours qu'on a des patients, c'est déjà la difficulté, l'incompréhension des proches face à la douleur, mais aussi parfois du corps médical, pas toujours, pas dans tous les cas, mais on a beaucoup de femmes qui viennent vers nous parce qu'elles commencent à connaître la maladie, on en entend parler à la télé, on a de plus en plus de reportages, il y a des personnalités publiques, des femmes qui aujourd'hui parlent de leur endométriose, donc elles établissent un pré-diagnostic sans dire qu'elles sont médecins, mais elles émettent des doutes par rapport à leur douleur et donc souvent viennent vers nous lorsque les médecins ne sont pas à l'écoute de ces douleurs. C'est très très important en fait. On a des femmes, l'endométriose d'ailleurs, une femme atteinte d'un stade 1 ou d'un stade 4 aura la même douleur parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pendant les règles, les différentes lésions saignent, donc la douleur, elle est là quoi qu'il arrive. Et c'est vrai qu'on a des femmes qui, du coup, se retrouvent à avoir des nausées, à tomber dans les pommes systématiquement, à avoir des douleurs presque tous les jours, au point de ne pas pouvoir marcher. C'est vraiment une maladie handicapante. Et aujourd'hui, il y a certaines patientes qui nous disent, voilà, quand je dis j'ai tel ou tel symptôme, le médecin il me rit au nez, quoi. Donc du coup non. Et puis la première idée reçue de l'endométriose, la première idée reçue en tant que femme, c'est de dire que les règles c'est normal d'avoir mal. Et il y a différents stades de douleur et quand on atteint un point où on a des nausées, qu'on tombe dans les pommes et qu'on est vraiment plié en quatre à pleurer avec sa bouillotte allongée parce que c'est la seule position où on est à peu près bien, qu'on a des troubles digestifs et urinaires, non, ce n'est pas normal et c'est ça qui doit être pris en compte. EndoFrance a d'ailleurs sorti en début d'année 2018 un livre qui s'appelle « Les idées reçues sur l'endométriose » qui se trouve en librairie et qui a été rédigé avec des médecins qui font partie du comité scientifique, qui connaissent très très bien la maladie. Et du coup voilà, donc c'est vrai que c'est la première idée reçue, c'est ça, c'est normal d'avoir mal. Moi la première, pendant des années, j'ai cru que c'était normal et j'ai été diagnostiquée à 3 ans. Donc je suis arrivée à un stade 4, j'ai été opérée, puisque souvent dans les stades 3 et 4, on est obligé de faire des interventions chirurgicales lourdes. Ce sont des résections digestives, ce sont des résections auprès de la vessie aussi, des urtères, voilà, il y a des choses, ce sont des opérations importantes. Et quand la maladie est mal prise en charge, les femmes se retrouvent à être opérées plusieurs fois, 7 fois, 8 fois dans leur parcours de vie. Donc ça, ce n'est pas normal. Même si aujourd'hui on n'a pas de traitement, c'est difficile aussi des fois d'accepter qu'il n'y a que la pilule contraceptive ou que le stérilet hormonal qui stoppe la maladie, mais c'est la réalité. Après, pour soulager le quotidien, oui, certaines font appel à des médecines douces, mais ça ne soigne pas, et comme on n'a pas de traitement spécifique pour soigner la maladie, la seule solution c'est de la stopper jusqu'à la ménopause, quoi. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc EndoFrance aujourd'hui, en 18 ans, a beaucoup fait évoluer les choses auprès des pouvoirs publics et auprès du grand public aussi. Aujourd'hui, voilà, la totalité vraiment des dons, hormis les frais de fonctionnement, parce qu'il en faut un minimum, est reversée à la recherche et elle organise différentes manifestations sur le territoire, que ce soit auprès des professionnels ou du grand public, pour justement faire évoluer les choses autour de la maladie et autour de la prise en compte des douleurs des femmes
Voilà, parce que c'est encore pas très évident, encore une fois, que ce soit auprès des proches ou auprès du corps médical. Bon, on met pas tout le monde dans le même panier, hein, on a quand même des gens qui sont très compréhensifs aussi, mais ça peut être parfois difficile, et on a des femmes qui viennent vers nous vraiment abattues, désespérées, parce que elles souffrent depuis des années et personne n'est capable de mettre un mot sur cette douleur. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout présenté. Merci à toutes les quatre, hein, c'était très riche ce qui a été dit. Alors, dans un premier temps, est-ce que l'une ou l'autre veut spontanément réagir sur l'intervention d'une autre hein? Oui. Non, mais juste ce que tu disais, en fait, finalement, je crois qu'il y a un point commun dans tout ce qu'on raconte, mais c'est la négation de la parole des femmes et de la prise en compte de leur douleur. Ça, je crois que ce soit dans l'accouchement, tu parlais d'infantilisation, dans la façon de traiter, et ça c'est une des caractéristiques du système patriarcal en médecine, c'est à partir du moment, pour maintenir un pouvoir et un contrôle, on nie la possibilité d'une individualité, d'une parole et d'une conscience. Je crois que c'est une stratégie, moi je le vois comme ça maintenant, je le vois, la négation de la douleur, je la vois comme une stratégie pour maintenir les femmes à leur place et pour qu'elles ne puissent pas prendre de pouvoir aussi. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que d'autres interventions? Sinon après, oui. Oui, moi je rebondis sur c'est vrai que ces violences gynécologiques, obstétricales, elles sont réelles dans certains établissements. Même là où je travaille, on a beaucoup évolué. Les accouchements sont totalement pris en charge par les sages-femmes. Quelquefois, on fait appel aussi encore aux médecins parce que les sages-femmes ne peuvent pas tout faire. Puis il y a quand même des choses sur les accouchements où il y a besoin d'intervention du médecin. Et ça reste encore quelquefois compliqué. Alors après, il y a la situation d'urgence qui fait qu'on ne peut pas toujours tout expliquer, mais on ne revient pas dessus des fois. Et c'est ça, c'est ces vécus qui sont difficiles sur ces femmes, sur certaines patientes, parce qu'elles n'ont pas eu d'explication réellement sur ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu une prise en charge rapide. Voilà, et c'est vraiment difficile pour la patiente, mais aussi en tant que professionnelle, d'avoir ces retours négatifs. Donc c'est aussi, ça permet aussi une prise en compte de tout ça, d'améliorer les pratiques pour les praticiens qui veulent l'entendre, parce que ça après, on ne peut pas toujours. Aujourd'hui, il a émergé dans les salles d'accouchement le projet de naissance. Donc c'est bien, ça permet de donner la parole aux femmes, qu'elles expriment, ça permet aussi qu'elles expriment la façon dont elles aimeraient, dont elles ont envie d'accoucher. Et ça, moi, comme je leur dis, ça donne aussi un moyen de mise en relation avec le professionnel, le ou la professionnelle qui la prend en charge le jour où elle arrive. Parce que quelquefois, quand elles arrivent avec leurs contractions, avec les douleurs, on n'arrive pas toujours dans un état très conscient. Je parle aussi pour moi, je ne parle pas que pour les autres dames, parce que moi aussi j'ai accouché. Et ça permet de mettre en relation et des fois d'avoir juste un support écrit, de voir un peu ce que la patiente attend et de dire ce qui est possible de faire, comment on va agir, comment la prise en charge du travail, du suivi, de l'accouchement. Voilà. Après, je suis dans une maternité où on laisse les gens accoucher, les patientes accoucher comme elles ont envie. Là-dessus, on n'a pas trop de difficultés. Après, donc c'est vrai que je le vois au quotidien. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une patiente qui est arrivée en me disant j'ai ça, je viens vous voir, c'est pas normal. Il n'y avait pas grand-chose sur le papier. J'ai dit écoutez, vous me semblez quand même bien vous connaître. On va se donner un peu de recul. Vous allez faire ça, puis on se revoit dans 1 mois, 2 mois, et on refait le point. Parce que c'est aussi important quand on va voir un praticien, on sait que globalement, chacune sait un petit peu son fonctionnement, son seuil de tolérance à la douleur, quand il y a quelque chose d'anormal qui apparaît, et des fois on a le praticien en face, mais il ne veut pas l'entendre, mais c'est n'importe quoi. Voilà. Oui, donc on va commencer le débat. Ça va ? D'accord.
On entend. J'attends que ça vienne. Non, reste appuyé dessus. Bon. Et donc, on parle d'infantilisation, et donc la position, les positions dont on n'a pas parlé, mais enfin, ça en fait partie, que ce soit pour accoucher ou effectivement les positions pour les examens gynécologiques. Voilà, c'est pas du tout une obligation voilà, d'être allongé, enfin, c'est même contre-productif, j'allais dire, pour l'accouchement. C'est vrai que j'ai l'impression que ça fait partie aussi de cette infantilisation. Est-ce qu'on peut prendre 3 questions et puis... Juste sur la position, Marie-Hélène Lahaye, donc auteure du blog Marie accouche là et du livre Accouchement, les femmes méritent mieux, ce qu'elle dit de la position justement sur le dos, elle fait un parallèle assez intéressant avec la position du missionnaire, où elle dit qu'encore une fois, on nous demande d'être dans une situation de passivité avec la position dominante donc du gynéco au milieu. Et c'est vrai que symboliquement, c'est intéressant quand même cette position qui de fait n'est pas la plus adaptée pour soi-même accoucher. Elle est arrivée cette position avec... il y a eu... avant, c'était les matrones qui suivaient les patientes, puis après... les médecins se sont appropriés la naissance, ont décidé de mettre des écoles en place pour former les femmes, les sages-femmes. Donc on a mis les matrones de côté, les médecins ont pris position sur les accouchements, et c'est arrivé à ce moment-là, au niveau de la Renaissance, je crois, de mémoire de ce que j'avais lu, cette position. Et après aussi sur la prise en charge de la patiente obèse dans l'accouchement. Voilà. Alors que c'est une aberration, il faut être libre de mouvement pour connaître son corps, bouger, faire descendre ce bébé. Et en plus, la position sur le dos, elle est très délétère pour la poussée et pour le périnée. Alors, on ne l'a pas complètement, malheureusement, supprimé des salles d'accouchement. Mais l'essentiel étant aussi de savoir que les patientes, elles ont le choix. Normalement, on ne devrait plus dire à une dame, non, je veux que vous mettiez comme ça pour accoucher. Non. Mais c'est récent, ça, du coup. Oui. Bah, après, il y a eu tout le travail Bernadette de Gasquet, donc le temps que ça se forme, et que les sages-femmes se réapproprient les salles d'accouchement aussi. Le projet de naissance aussi, c'est vraiment récent. Prends le micro, mais sur le projet de naissance, autant c'est bien accueilli par certaines personnes, autant beaucoup de gynécos voient ça un peu comme on nous amène le menu et on va nous expliquer notre métier. Il y a quelque chose qui est un peu de cet ordre-là. Moi, les différents sons de cloche que j'avais vus, c'est que d'un côté, il y avait des sages-femmes qui trouvaient ça formidable parce que c'était un outil de discussion pendant la grossesse, justement, de discuter, ok, vous avez écrit ça dans votre projet de naissance, pourquoi ? Ça vient d'où? Est-ce que vous avez une extraction? Est-ce que vous avez peur de ça? Etc. etc. Donc ça permet d'ouvrir un dialogue qui est assez intéressant. Mais j'ai eu d'autres retours de gynéco qui me disaient non mais c'est bon, elles arrivent avec le menu, elles se croient au restaurant pour qu'ils se prennent. Donc c'est vrai qu'il y a encore... Mais c'est vrai que c'est un outil formidable et qui est arrivé récemment, qui a commencé à être accepté finalement récemment. Mais j'ai l'impression que ça met du temps, quoi. Ça fait pas l'unanimité. Non, ça fait pas l'unanimité. C'est aussi, je crois qu'il y a le label Amis des bébés par l'OMS. Donc c'est arrivé avec ça, avec quelques maternités qui ont été labellisées en France, IHAB, Initiative Hôpital Amis des bébés, où du coup, il y avait vraiment tout un stéréotype autour de la naissance. La dame arrive en travail, 3 cm, on pose une péridurale, on la met dans le salle, accouchement sur le dos, les pieds dans les étriers, et puis en avant, épisiotomie, pas épisiotomie. Ça fait quand même quelques années qu'on ne fait plus d'épisiotomie systématique. Oui, moi je suis dans les années 90 et on commençait déjà à l'école à me dire qu'il ne fallait pas faire d'épisio, donc c'était plutôt bien. Et c'est vraiment avec ce label, petit à petit, il y a plus... Il doit y avoir 15 maternités en France qui sont labellisées Amis des bébés. Et ça a permis à ces maternités de se réapproprier la physiologie de la naissance. C'était pas que l'arrivée du nouveau-né, c'est aussi tout ce qu'il y a autour de la naissance, accepter que la femme bouge, l'accueil du nouveau-né, la mise en place d'un projet parental, voilà. Merci beaucoup les filles.
Les paroles ont été riches. Et merci aussi pour ce partage d'expérience que vous nous avez apporté. Moi, je voulais juste intervenir parce que je suis femme solidaire et travailleuse sociale. Donc, on a comme travailleuse sociale. Je préfère recueilleuse sociale. Donc, on accompagne beaucoup de femmes migrantes venues d'ailleurs et qu'on voit qu'en France, malgré l'avancée de la médecine, il y a encore à faire. Mais dans les pays où viennent les femmes, d'où l'avortement est interdit, notamment, je parle du Sénégal, le Code pénal, dans son article 305, interdit l'avortement. Du coup, ces derniers temps, il y a eu beaucoup avec aussi Internet, la liberté de se marier ou d'avoir des rapports sexuels avec l'homme que l'on souhaite être avec. Il y a des infanticides et les jeunes filles de 13 ans déposent leur bébé dans des charges publiques. Et quand il y a des enquêtes, toute la famille presque est emprisonnée, complicité de meurtre, etc. Et donc, du coup, il y a beaucoup de femmes qui sont emprisonnées parce que tout simplement, elles ont pas pu avorter parce que tout simplement, méconnaissance des dispositifs de contraception qui existent là-bas, et il y a une difficulté d'accès aux soins terrible, et que aussi il y a les lobbies religieuses, parce qu'au Sénégal c'est 95% de musulmans, et qu'il y a le déni et la négation de la souffrance des femmes dans ces pays africains. Donc du coup, quand les femmes migrent et viennent vers ici, elles pensent par rapport à leur vécu que l'interdit elle est universelle. D'où à Femmes Solidaires, nous on lutte pour les droits universels. Donc souvent, il y a un travail de déconstruction à faire quand on rencontre ces femmes et leur dire qu'en France, c'est possible. Avorter, c'est possible. On ne va pas en prison. Vous pouvez rencontrer une sage-femme, etc. Donc il y a, en plus, même déconstruire, c'est difficile parce que c'est un travail d'accompagnement éducatif de longue haleine. Non, voilà. Et puis aussi par rapport à la religion et de ses racines, il y a des femmes qui sont très ambivalentes par rapport à ça quand elles sont ici, et avorter, c'est trahir, c'est ne plus être africaine, c'est ne plus être, voilà, c'est perdre son identité, etc. Donc c'est tout aussi la difficulté pour la femme, même si en France l'avortement il est légal, mais de se dire je vais le faire. Voilà. Ça, en plus ça se rejoint totalement, c'est une souffrance perpétuelle hein, chez une femme quand elle a eu recours à l'avortement. Ça reste ancré. Hein. Bien sûr. Donc du coup, il y a tout ce travail-là qui se pose aussi derrière l'avortement et d'avant et après. Tout le travail d'accompagnement psychologique à faire. C'était justement l'intervention que je voulais apporter. Ouais, moi, je vais continuer sur le patriarcat et rappeler c'est Françoise Héritier qui avait dit dans un de ses bouquins, je crois que c'est Masculin-Féminin, qu'effectivement la plus grande victoire des femmes sur le patriarcat, ça a été quand on a pu effectivement maîtriser sa fécondation. L'accès à la contraception et son pendant, donc l'IVG, ça a été vraiment la conquête essentielle qui peut-être a commencé à faire un peu basculer dans le patriarcat. Et sur l'IVG, en fait, de ce qu'on entend nous, donc des femmes qu'on reçoit, c'est qu'effectivement c'est un parcours, c'est une interrogation, ça peut être des souffrances, tout dépend des personnes, mais une fois que la décision est prise et qu'il y a l'accompagnement,
c'est quelque chose après, voilà, ne va pas les poursuivre à vie, quoi. Mais c'est effectivement quelque chose d'important. Et on se dit, mais pourquoi ces hommes-là, parce que c'est comme une question de domination masculine, donc c'est tout un système autour de la domination, mais pourquoi tant de haine sur le corps des femmes? Pourquoi, effectivement, ne pas faire en sorte que les choses, qu'on puisse se faire avancer ensemble? Alors peut-être que maintenant, je pense on parle beaucoup, on parle droit des femmes, certes, mais on parle aussi de l'égalité. Ça veut dire aussi qu'on a envie que, même si on a des choses très spécifiques à défendre, on a aussi envie, en fait, de continuer à faire avancer les choses ensemble, et ensemble, effectivement, à battre le patriarcat. Mais c'est pas une chose facile. Moi, j'ai quand même souvenir dans les années, peut-être 76 et tout, d'avoir assisté à une intervention de Gisèle Halimi, dans le Poitou, quand même, Châtellerault, quand même, pour une ville, où elle présentait donc la méthode Karman, qui est la méthode d'aspiration d'IVG. Il y avait un public, c'est l'MJC, donc Châtellerault, il y avait un public essentiellement donc d'hommes et donc de médecins gynécos, mais qui l'ont insultée, quoi. Alors que c'est une méthode, c'était vraiment, il n'y avait pas de problème, elle était comme si elle avait inventé, mais d'où sortait-elle cela, quoi? Mais cette femme, c'est en plus une femme, et d'où elle sortait ça? Je crois qu'il y a vraiment, et dans ce que tu dis, même dans d'autres pays, bon, les femmes, c'est ça, la libération des femmes, ça a été fait de se rapproprier le corps. Ça, c'est évident, parce que c'est vrai, comme là-dessus, la première domination, elle est sur le corps, que ce soit le corps sexué, que ce soit le corps au travail, que ce soit, bon, ça c'est vraiment quelque chose sur lesquels, enfin, les mouvements de libération de femmes, parce qu'on parle plus trop de libération, mais n'empêche qu'il y a encore des choses effectivement à libérer. Et dans d'autres pays, il y a aussi plein de combats qui sont menés en ce sens-là, quoi. Ne pas oublier que l'Allemagne, c'est comme un pays proche, hein. L'Allemagne, l'IVG, elle n'est pas légale. Elle n'est pas interdite, mais elle n'est pas légale. Elle n'est pas prise en charge, elle n'est pas remboursée. Suivant les Länder, alors les Länder de l'Est, parce que moi je connais quand même bien l'Allemagne, les Länder de l'Est, oui, c'est possible. C'est bien pour ça, quand il y a eu la réunification, les femmes de l'Ouest s'étaient dit, super, on va pouvoir en profiter. Eh bien non. Parce qu'il y avait quand même les 3 cas, hein, en Allemagne, c'est Kinderküche et Kirche, c'est-à-dire enfant, cuisine, église. Donc on a tout dit, hein. Oui, alors il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Non, mais j'ai des micros, mais je préfère parler sans micro, parce que je ne sais pas trop parler avec un micro. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Karen et l'infantilisation des femmes. Alors, je ne comprends pas qu'on ait abandonné la méthode psychoprophylactique du docteur Lamaze, parce que je trouve que c'était un progrès extraordinaire pour les femmes. On préparait les femmes à l'accouchement, on leur expliquait tout ce qui se passait, les femmes allaient accoucher, moi j'ai accouché avec le sourire, au lieu d'avoir les femmes qui criaient, qui hurlaient, elles savaient exactement ce qui se passait dans leur corps, c'est elles qui dirigeaient les accouchements avec l'aide des professionnels. Je trouve ça quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi on a abandonné cette chose-là? C'était pour la femme un progrès. Elle était actrice de son accouchement. Les maris pouvaient y assister. C'était quelque chose moi j'ai vécu ça comme quelque chose d'extraordinaire. Alors que la péridurale, on vous fait une piqûre, la femme ne sent rien, le bébé arrive, voilà. Tandis que là, la femme assistait à toutes les étapes. On savait à quel moment on était de son travail, ce qui se passait, ce qui allait se passer quand le bébé arrivait. Et moi je trouve que ça c'était extraordinaire. Un progrès pour une femme extraordinaire, parce que moi j'ai vu après, bon ça se passait à Saint-Denis, à l'hôpital de Saint-Denis, c'était les premiers accouchements psychoprophylactiques. Après quand j'ai suivi mon mari en province et que pour les autres enfants j'ai accouché en province et que j'entendais à côté de moi des femmes hurler parce qu'elles accouchaient, je me suis dit mais pourquoi on a abandonné ces méthodes-là? Alors, j'ai pas connu, j'étais pas née. Mais bon, je sortais juste. Je vous passerai le livre du docteur Lamaze. Oui, bah après, c'est parce qu'il y a eu aussi, je vais pas
il y a eu l'évolution avec la médecine, on va pas non plus... C'était une évolution. Mais déjà même, mais tout à fait. Après, je suis pas sûre qu'elle était adaptée à toutes les patientes. Aujourd'hui, il faut savoir que toutes les patientes, elles ont accès à la préparation à la naissance. Il y a 9 séances de préparation à la naissance, mais elles y vont pas toutes par choix aussi, parce que c'est pas obligatoire, hein, voilà. Il y a accès à la péridurale. Les péridurales des années 80 et les péridurales d'aujourd'hui ne sont quand même plus les mêmes, hein. Elles sentent aussi, et puis de toute façon, le but est quand même de ressentir et qu'elles vivent aussi la naissance et qu'elles puissent bouger, même avec une péridurale. Alors, on ne va pas être debout, mais on peut accoucher à quatre pattes, on peut accoucher à position assise. Voilà, même avec une péridurale sur le côté, il n'y a plus cette péridurale plombée où les patientes ne peuvent plus bouger. Donc c'est toute une évolution. Après, on y revient à ces méthodes parce qu'avec les projets de naissance, il y a beaucoup de jeunes femmes et de jeunes couples qui font de la préparation à la naissance par l'autonomie, qui se renseignent, puis qui aussi ont une connaissance de leur corps. Mais à chaque étape, je pense que chaque patiente est différente, chaque femme est différente, le vécu n'est pas le même d'un accouchement à une autre, d'une patiente à une autre. Et il faut leur laisser l'éducation de la femme. Comment? C'était extraordinaire cette éducation. Mais tout à fait. Mais tout à fait. Et puis c'est super de pouvoir connaître son corps et de savoir comment les choses se passent. Voilà. Après. Non, mais c'est qu'il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution. Non, mais il y a eu une évolution dans la façon, sur l'autonomie des femmes, c'est-à-dire que tout le mouvement féministe. Un micro. Non, mais en fait, ces méthodes sont héritées des mouvements féministes aussi des années 70, qui avaient une réelle volonté de réappropriation du corps. Et après les années 70, on est passé à une époque beaucoup plus médicalisée. Dans les années 80, là, je participe à un projet de réactualisation d'un manuel féministe des années 70 qui s'appelle Notre corps nous-mêmes. Voilà, on est un collectif dont il y a Marie-Hélène Lahaye aussi qui participe. On est 10 à... Voilà, le planning soutien. Et on est en train d'actualiser ce livre qui n'a pas été actualisé depuis 40 ans. Mais cette histoire... Pourquoi c'est symptomatique? C'est parce qu'en fait, pendant ces 40 années, ça a été un retour du pouvoir médical sur toutes les étapes de la santé sexuelle et reproductive, et que des livres comme Notre corps nous-mêmes, qui étaient des manuels qui aidaient les femmes à acquérir une autonomie par rapport à leur corps et une autonomie par rapport au pouvoir médical, ont été remplacés par des guides faits par les médecins, qui sont des guides descendants, avec un savoir où effectivement on veut bien vous donner l'information, mais elle ne remonte pas justement de la pluralité des témoignages qu'il y a dans les livres faits par les féministes, avec cette idée justement que nos vécus sont complexes et que de l'une à l'autre on peut avoir des envies différentes. Non, là il y a eu quelque chose de très descendant et qui pour moi est aussi une reprise de pouvoir après un grand moment de liberté en fait. Peut-être de le penser comme ça, qui était une forme peut-être pernicieuse de retour de bâton sur cette grande conquête, ces grandes conquêtes des années 70, et de fait le mouvement féministe s'est vraiment tari en quelque sorte dans son côté de masse dans les années 80, 90, 2000, et là on voit clairement une continuité, mais par rapport à il y a 40 ans. Alors il y a deux questions. Il y a une question là, puis après Renata, tu voulais dire? Oui, juste un petit mot sur l'accouchement psychoprophylactique et pourquoi ça a disparu, ou en tout cas pourquoi ça a muté, pourquoi ça a changé. Déjà, il y a eu une chasse aux sorcières des personnes qui ont développé ces méthodes-là. Il y a des cliniques qui ont fermé, des médecins qui ont été dénigrés, décrédibilisés, certains sont partis à l'étranger aussi. Donc voilà, il y a eu une chasse aux sorcières à ce niveau-là, mais parce qu'il y a eu en fait, dès la naissance de l'accouchement psychoprophylactique, il y a un combat idéologique et politique derrière. C'est-à-dire, ça arrive dans un contexte où d'abord c'est une méthode basée sur les travaux de Pavlov, ça se développe en Russie, ce sont plutôt des médecins communistes ou compagnons qui vont faire le voyage en URSS, qui ramènent la méthode. La MAS, ses recherches étaient financées en partie par le PC. Voilà, donc il
y a quelque chose, l'accouchement est devenu à ce moment-là presque un enjeu de guerre froide, dans un contexte où l'ordre des médecins est majoritairement catholique, on va dire de droite pour simplifier. Donc il y a eu une guerre vraiment idéologique qui s'est faite à ce moment-là et qui a continué doucement jusqu'à ce que les pionniers disparaissent ou partent à l'étranger ou que leur clinique ferme finalement. Il y a eu, moi je me souviens du docteur Ploquin, donc la polyclinique Montaigne à Châteauroux a fini par fermer. Je me souviens à l'époque qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'en gros c'était un charlot, que c'était un rigolo, et ses confrères eux-mêmes le dénigraient en disant non mais c'est un charlot, alors que pourtant les résultats étaient excellents. Il y avait moins de 3% de césariennes et pourtant un taux de mortalité parmi les plus bas. Enfin, donc c'était quand même des méthodes qui étaient très, très intéressantes mais qui ont été vraiment dénigrées. Il y a une historienne dans le cadre du doc que j'avais rencontré, Frédéric Lyotard-Schneider, qui a travaillé sur ça, sur la médecine, l'intime, etc., et qui disait, c'est en gros la disparition de l'accouchement prophylactique au profit de la péridurale, c'est la chute de la science prolétarienne et la victoire de la science américaine, quoi, en gros, pour simplifier. Pour la femme, c'est un sacré progrès, hein. C'était très intéressant. Mais après, ce qui est important, c'est pour pas mal de femmes, la péridurale, c'est indispensable. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir le choix. C'est sûr, en fin de compte, c'est ça, c'est le choix. On revient toujours à ça, quoi. Alors, il y a deux questions. Oui. Alors moi, j'étais surtout venue poser des questions sur l'endométriose. Alors j'ai déjà eu un petit peu l'occasion juste avant, mais peut-être que je lui en poserai pour qu'elle puisse profiter à tout le monde. Et alors j'ai été... Utilisez le micro, s'il vous plaît. Je pensais que... Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça. Voilà. Donc je reposerai les questions que j'ai posées pour qu'elles puissent éventuellement profiter à toutes. Et du coup, je me suis reconnue dans tout ce que vous avez dit. Hein. J'ai eu l'impression quand même de vivre l'infantilisation, les douleurs aussi. Alors après, ce qui m'interpelle, c'est que quand vous dites que c'est une domination de l'homme, patriarcale sur le corps de la femme, pour avoir eu plusieurs gynécos, j'ai eu des femmes qui étaient presque... Oui. C'est un système vécu, oui. J'ai quand même moi observé que quelquefois les femmes n'étaient pas beaucoup plus douces que les hommes, voire le contraire, et quelquefois on se dit, mais mince, alors ça veut dire qu'elles comprennent pas, enfin qu'elles ont quand même pas vécu ce qu'elles nous font vivre. C'est beaucoup plus surprenant dans ce sens-là quand même. Voilà, alors sur l'endométriose, parce que je pense que j'ai une de mes filles qui souffre de ça, je voudrais savoir comment on peut accéder à un médecin spécialiste sans passer par un médecin généraliste qui semble pas sensibilisé à ça et qui donne des médicaments et qui dit, bah oui, ça fait mal, c'est normal. Alors effectivement, on a un petit peu parlé tout à l'heure, en off, mais il faut savoir que les spécialistes sont des gynécologues, hein. C'est juste que ce sont des gynécologues spécialisés dans l'endométriose. On a des professeurs aussi, alors voilà, on passe effectivement sur un stade, les professeurs prennent en charge les stades 4, les stades 3, mais pour un diagnostic, à partir du moment où le médecin traitant ou le gynécologue lambda n'établit pas le diagnostic, il est tout à fait possible de trouver un gynécologue spécialisé. Encore faut-il en avoir connaissance. C'est aussi pour ça que du coup les associations existent, hein, notamment d'Eau-France, puisque on oriente les patientes auprès des spécialistes qu'on connaît. Voilà. Donc, enfin, si j'ai bien compris, la logique... Plus on est jeune, plus on a de chance d'être au stade 1 quand même. Alors, en principe, en fait, on a, comme la maladie, on ne sait pas comment elle arrive, on a des hypothèses. Certaines femmes, c'est pour ça qu'on parle de plusieurs endométrioses. Certaines femmes vont être déjà atteintes d'un stade 2-3, d'autres vont être atteintes d'un stade 1 et vont évoluer vers un stade 4. En fait, on ne sait pas vraiment. On a plusieurs hypothèses là-dessus. Certains vont dire que non, elle ne va pas évoluer d'un stade 1 à un stade 4. D'autres vont dire que oui. Donc, très honnêtement, on ne peut pas vraiment baser. C'est pour ça qu'il faut un diagnostic spécifique. Ça reste une prise en charge individualisée. Et a priori, étant jeune, bon, selon les symptômes qu'elle a, effectivement, un stade 3 et 4, on a vraiment des troubles digestifs et urinaires très 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 importants. Donc on peut, voilà, éventuellement penser que étant jeune, on a peut-être moins ce genre de choses, mais ça reste encore une fois une prise en charge individualisée, parce que infirmière scolaire et sage-femme,
parce que effectivement, aujourd'hui, bon, la maladie est de plus en plus connue quand même, mais il faut encore faire bouger les choses, notamment aussi auprès des pouvoirs publics, parce que l'endométriose est une maladie invalidante, très invalidante dans certains cas, et ce n'est pas reconnu en tant qu'ALD aujourd'hui, notamment la prise en charge. Donc il est impératif de faire avancer les choses aussi auprès des pouvoirs publics, parce que, encore une fois, dans certains cas, aller travailler, c'est compliqué quand on est en période de règles, et même pour certaines femmes en dehors. Donc c'est très très important. Juste, moi je voulais rebondir par rapport un petit peu à votre profession aussi, et je crois que l'importance de sensibiliser les infirmières scolaires, moi, ça me paraît tout plein important parce qu'elles sont en première ligne avec ces jeunes filles qui ont très mal, hein, et elles n'ont pas forcément de réponse. On a fait cette semaine quelque chose autour des règles dans un lycée d'Angoulême. C'est vrai qu'il y avait des jeunes femmes qui souffrent des choses absolument pas normales. Il y en a une qui nous a parlé de sa sœur qui avait commencé très tôt, donc au lycée, qui était aujourd'hui sous morphine, hein, et souvent hospitalisée. Et on se dit, tiens, si l'infirmière scolaire avait eu, bon, elle a pu parler d'endométriose, si elle n'a pas la possibilité de dire, il y a des consultations spécifiques, c'est ce que nous disaient les filles, c'est qu'on s'entend dire, tu fais ta chochotte par le médecin, par la famille, et une fois qu'on a dit ça, elles se disent c'est un petit peu normal. Et ça, excuse-moi Renata, j'en profite pour poser une question que je voulais poser, c'est là on est sur des violences faites aux femmes qui sont quand même sur des choses qui touchent à notre sexualité, à notre corps, et c'est sans doute au niveau de la médecine un endroit où on banalise la souffrance des femmes, où on leur dit presque que c'est normal. Enfin, le titre de ton documentaire, Ovidie, tu enfanteras dans la douleur. Bon, moi, je suis pas de cette région-là, je suis d'une région très catho. Ça, on l'entendait continuellement, y compris le jour des baptêmes des enfants. Hein, non mais on était dans les fonds baptismaux et on entendait que tu enfanteras dans la douleur. Quand on est une gamine qui a 10 ans, qui a 12 ans, on se disait, ouais, on voit ce qui nous attend. Avoir des douleurs pendant les règles, tu fais ta chochotte, crier un petit peu à un examen gynécologique, aïe, tu me fais mal, qu'on dit à la toubib ou au toubib, ça peut être une femme, ben non, hein, tu te détends, t'écartes, hein, c'est vraiment, je me dis, est-ce que c'est pas quelque part parce que ça touche au corps, à la sexualité des femmes, hein? Après, il y a aussi les idées reçues, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, c'est vrai que moi, à mon adolescence, quand j'ai commencé à souffrir, ma maman, hein, qui n'y connaît absolument rien, la pauvre, m'a dit, ça sera, en gros, ça sera ça toute ta vie, ça sera comme ça, parce que c'était aussi un peu dans la société à l'époque de dire, tu souffres à tel endroit, oui, c'est normal. Et 15 ans après, non, c'était pas normal. Et voilà. Et puis après, il y a les conséquences qui arrivent derrière. Et les infirmières scolaires sont. Alors nous, on peut vraiment commencer à. Endo-France peut vraiment commencer à former, informer les infirmières scolaires sur la maladie grâce à l'agrément association d'usagers du système de santé qui crédibilise davantage. Mais après, il y a les membres quand même du comité qui font beaucoup de travail autour de ça auprès du corps médical. Et oui, on a des infirmières scolaires qui ne connaissent pas la maladie, mais on a des femmes qui ne connaissent pas la maladie. C'est une maladie féminine qui n'est pas connue. Moi-même, mes amies connaissent la maladie depuis que moi j'ai été diagnostiquée. Elles n'en avaient jamais entendu parler avant. Jamais. C'est voilà. Eh bien, c'était pas une question. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Il ne fonctionne pas bien, c'est oui. Non, c'est plutôt une réflexion sur les buts. Je suis à la fois, comment dire, partagée par le contentement de voir les avancées et en même temps, comment dire, une réflexion sur hier. Bon, moi, je suis quand même relativement âgée et je n'ai pas connu la contraception. Enfin, c'est venu assez tard par rapport
à ce que j'étais quand... Bon, allez, je vais parler fort. Non. Tiens, ça marche. Non. Je veux dire que la contraception n'existait pas quand j'étais jeune. Et quand on parle d'avortement, moi j'ai fait 7 avortements. La plupart des femmes ne faisaient pas un seul avortement, mais 1, 2, 3, jusqu'à 7 avortements facilement. Et on se débrouillait par nous-mêmes. Hein, plus. Il n'y avait pas de médecin. Une ou deux fois. C'était interdit. Ouais. Donc, c'est formidable quand même. Alors, je parle de ça de façon personnelle. Oui, j'ai eu une ou deux fois l'obligation de rentrer à l'hôpital avec une hémorragie ou une septicémie, et où le médecin me disait « Madame, vous me faites faire un sale travail ». C'est sympa. Mal reçu dans les hôpitaux, hein. Je suis, en même temps, très vite, je suis allée vers le théâtre. Donc, dans les années 74, on a fait, nous, un spectacle. Ah non, mais là, c'est quoi? On a fait un spectacle qui s'appelait La femme aux ciseaux, pour essayer d'aider à la prise en charge. Merci, voilà. Non, mais c'est bizarre qui bouge comme ça. Qui était, un spectacle où ça racontait une femme qui était obligée de s'avorter. Et il y avait aussi d'autres rapports à la médecine qui étaient montrés dans ce spectacle. On a fait ça en relation avec le MNAC, avec le planning familial à Grenoble et dans la région Rhône-Alpes et dans d'autres villes de France aussi grâce au MNAC et tout ça, ça faisait circuler. Ça a mené des manifestations et contre-manifestations. Toute une flopée de femmes venaient avec nous pour obliger les salles à s'ouvrir pour qu'on puisse présenter le spectacle. Et il y avait des contre-manifestations, des groupes qui venaient pour essayer de fermer la salle. Et quand on faisait le débat, qui nous enlevaient les chaises pour nous obliger à fermer la salle. Et il y a même eu, à un certain moment, une sorte de tribunal de médecins nous mettant en cause à la fin du spectacle, pendant le débat, parce qu'on mettait en cause, à travers ça, leur propre pouvoir. Donc ça a été véritablement des luttes, et je me dis quand même qu'en vous écoutant, il y a eu des belles avancées, et en même temps, je sais que ça reste fragile, et qu'il n'y a pas suffisamment, c'est pour ça que je parle du passé, il n'y a pas suffisamment de personnes qui s'aperçoivent que c'est par des luttes qu'on a réussi à obtenir un certain nombre de choses, et que le danger est toujours présent de se revoir confisquer ce qu'on a fait dans le passé. Alors, en Espagne, ça a été essayé, en Pologne, vous savez comment ça se passe, et de temps en temps, moi j'entends des choses, y compris en France. Donc voilà, c'était un peu pour ça que je voulais parler du passé pour parler de l'avenir. Et du coup, est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'il y a vraiment des services hospitaliers qui pratiquent l'IVG qui ferment aujourd'hui? Est-ce qu'on a une idée des chiffres? Les chiffres, je ne vous les donnerai pas parce que je ne les connais pas, mais oui, il y a des endroits où l'accès à l'IVG est difficile. Et puis avec la tarification à l'acte qui a apparu en 2009, la T2A, où il faut faire du chiffre pour être rentable, il y a des centres d'orthogénie qui ont fermé, parce que c'est voilà. Après, oui, il y a des zones, je ne les connais pas, comme ça. Comment? J'entendais dire que l'hôpital d'Angoulême était beaucoup plus... il y avait beaucoup plus de pratiques d'IVG que par rapport à l'hôpital de Cognac, à vérifier. Et que les femmes... Alors la population est aussi plus dense sur Angoulême que sur Cognac, et l'offre de l'interruption volontaire de grossesse sur Angoulême et sa périphérie est plus importante. Parce qu'il y a aussi possibilité en clinique, à l'hôpital. Alors après, la problématique est autre. Oui, mais parce que il y a plus de praticiens sur le centre hospitalier d'Angoulême, et puis ils ont leur fameuse clause de conscience.
ça. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, ça fait partie aussi des choses, des débats à mettre en place pour continuer à légaliser le droit à l'accès à l'avortement en supprimant cette clause de conscience. Tout praticien qui intervient sur la vie de la femme, la médecine, enfin au niveau de la santé de la femme, gynécologique, obstétrique, devrait accepter de faire des interruptions volontaires de grossesse. Voilà. Et par rapport à la clause de conscience, je crois que elle est seulement exercée par rapport à l'IVG. Sur d'autres actes, elle n'intervient pas. C'est quand même. Si là, elle est doublée, je crois. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est doublée là, c'est ça? C'est ça, voilà. Mais sur d'autres actes, il n'y a pas. Est-ce que des médecins peuvent invoquer une clause de conscience? Alors, il y a une opération du rein, ils ne vont pas invoquer une clause de conscience. Donc c'est quand même. Ça fait partie de la bataille idéologique, ça. Donc c'est quand même toujours son. Juste là, quand même. Pour rebondir un peu, moi j'ai des petits-enfants, je me demande comment, à la limite, demain, ils vont pouvoir accoucher dans de bonnes conditions. En 10 ans, il y a eu plus de 3500 maternités qui ont fermé. Vous êtes de la région de l'Indre. Il y a une maternité des soignants, des spécialistes qui sont en train de se battre pour le maintien de la maternité de Leblanc. Et nous, dans notre département, on a des maternités, mais qui ferment. Est-ce que demain, alors moi j'en entends de plus en plus parler, que la mode, ce serait que la femme accouche à la maison, comme il y a quelques décennies. Et moi, ça me pose beaucoup de questions. Alors, sans vouloir remettre en cause la question de la professionnalisation des sages-femmes, mais je me dis quand même qu'on est quand même mieux dans un milieu hospitalier avec des professionnels que quand même parce que dans les foyers, il y a des foyers où ça peut bien se passer, mais dans les foyers où il y a la condition de vie qui sont compliquées, ça peut poser quand même un certain nombre de problèmes. Et le deuxième souci que je rencontre, moi, c'est le nombre de gynécologues. Il n'y a pratiquement plus de gynécologues. Et alors, pour avoir un gynécologue, c'est comme un ophtalmologiste, maintenant, il faut à peu près 6 mois, quoi. Donc, alors, quand j'entends la dame qui explique les symptômes de la maladie dont elle a parlé tout à l'heure, je me dis, si aller voir un gynécologue, il faut attendre 6 mois, le temps de souffrir, quoi. Alors, il y a des combats quand même qu'il faut qu'on mène pour garder à la fois la maternité, pour garder les professionnels, pour en créer d'autres, et qu'on ne vienne pas nous expliquer qu'il n'y a pas de moyens financiers pour le faire. Il faut faire revenir de l'argent qui s'en va, et puis on va trouver les moyens financiers pour préserver nos outils. Alors maintenant, les maternités ferment en milieu rural, maintenant ils ferment en périurbaine. Vous voyez, donc ça devient compliqué. Avant, il n'y avait pas de médecins beaucoup en milieu rural, maintenant il n'y a pas de médecins en ville. Donc, voilà, et tout ça, ça fait partie effectivement des problématiques qu'on rencontre. Et dans ces problématiques-là, la femme, elle est au centre, elle est au cœur. C'est d'abord elle qui est la première pénalisée, y compris dans ce qu'on m'a dit tout à l'heure, la précarité, etc. C'est ces femmes-là qui ont sont le plus fragiles devant l'enfantement, quoi. Voilà. Là, j'ai beaucoup d'inquiétude par rapport à mes petits-enfants pour l'avenir. Sur les gynécologues, je crois que tu peux peut-être préciser. Alors, la politique de la France, c'est quand même pas en France de faire revenir les accouchements à domicile. Hein. Non, il parle parce qu'on essaye de copier un petit peu ce qui se passe dans les pays nordiques comme dans les Pays-Bas, mais il faudrait quand même beaucoup plus de sages-femmes, beaucoup plus de médecins. Donc après, là, on est sur des essais sur des maisons de naissance. Donc ce sont des maisons attenantes à des systèmes de santé, des hôpitaux à proximité pour les interventions. Donc il y a un accouchement qui se passe mal pour passer rapidement dans un secteur hospitalier pour une prise en charge optimale. Les accouchements à domicile en France, il y en a très peu. Il faut savoir que les assurances ne prennent pas en charge, n'assurent pas les sages-femmes qui font les accouchements à domicile. Donc après, chaque praticienne prend ses responsabilités. Voilà.
Quand ils accouchent dans un camion de pompiers... Alors ça c'est autre chose. Et là, moi, j'ai ma pratique de sage-femme pour vous dire qu'un accouchement qui se passe vite, ça se passe toujours bien. Et que si ça met du temps, elle aura le temps d'arriver à la maternité. Donc là, voilà. Alors aujourd'hui, ce ne sont plus des faits anodins et de temps en temps, il y en a de plus en plus parce que oui, les distances sont de plus en plus longues. Il y a des maternités qui ferment, mais bon, ça c'est parce qu'il n'y a plus de praticiens, il y a la tarification à l'acte. On met aussi des normes très très importantes avec des protocoles en place, des checklists à tenir, avec aussi tout un processus sur la sécurité du patient. C'est très bien. Hein, et donc du coup, on fait fermer les petites maternités en pensant qu'il n'y a pas la sécurité dans ces maternités-là. Non, mais moi, j'en suis pas convaincue. Ah oui, moi non. Mais après, à contrario, aujourd'hui, ils nous disent qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont fermé, mais ils vont réouvrir des hôpitaux de proximité. Donc, je ne vois pas comment ils peuvent arriver à faire machine arrière en sachant qu'il n'y a plus de médecins. Mais il n'y a pas que la compétence gynécologique où il n'y a plus de praticiens. Hein. Il y a d'autres spécialités. C'est tous les domaines qui sont touchés sur les praticiens. Après, pour les suivis gynécologiques... En 2009, on a mis des compétences nouvelles aux sages-femmes. Avant, on avait droit de prescription de la contraception uniquement dans le postpartum et à la visite du postpartum 1 mois et demi après l'accouchement, sur les accouchements physiologiques. Pour les patients, tout s'était bien passé. Maintenant, les sages-femmes ont possibilité de faire les suivis gynécologiques de prévention. Donc, on voit des mineurs à partir de 12-13 ans jusqu'à la ménopause, dans la mesure où tout est normal. À partir du moment où on suspecte une pathologie, par exemple une endométriose, on peut faire le diagnostic, prescrire les examens, mais après il faut qu'on l'oriente vers un praticien, un médecin gynécologique. Donc, et c'est là où, je ne vais pas me faire des amis, mais toute la petite guéguerre qu'il y a entre les sages-femmes et les médecins gynécologiques, c'est qu'ils ont peur qu'on leur prenne leur part du gâteau, mais si le gâteau il est bien partagé, il y a à manger pour tout le monde. Je suis désolée. Voilà, si nous on fait tout ce qui est physiologique et à partir du moment où il y a le dépistage le diagnostic ou le dépistage d'une anomalie, d'une pathologie, on le renvoie vers la personne compétente pour faire le suivi et qu'on fait des suivis globaux et en bonne entente et en bonne harmonie pour le patient, et entre nous tout se passerait très très bien. Et je pense qu'il n'y aurait pas de manque de gynécologues médical, voilà. Après, le fait les obstétriciens, l'obstétrique est très compliqué en France. La spécificité, la gynécologie de ville, elle va disparaître, puisque c'était une spécificité française, j'ai bien compris. Oui, en médecine, ils mettaient gynécologie de ville ou gynécologie obstétrique. Donc c'est intéressant, ça veut dire que les sages-femmes ont de nouvelles compétences. Pour dire les mouvements féministes, à un moment donné, c'est vrai qu'on a souhaité effectivement sortir du professionnalisme en disant, parce que par exemple, lorsqu'il y a eu la loi donc Neuwirth, qui a permis donc l'autorisation donc de diffusion de contraceptifs, nous, au niveau du planning familial, on aurait pu se lancer à fond là-dedans et en se disant, on va devenir des professionnels. Mais on voulait garder, en fait, on a raté un petit peu le coche, parce que maintenant, de toute façon, il y a de plus de professionnels, mais on a voulu rester justement sur, même s'il y avait des personnes qui étaient donc, comment dirais-je, formées professionnellement, mais quand elles intervenaient au nom du planning familial, elles intervenaient en tant que bénévoles, pour justement garder la mainmise sur tous ces actes-là. Mais effectivement, la gynécologie de ville, elle disparaît. Donc, par contre, ça ne veut pas dire que les femmes n'auront pas accès aux soins. Il faut qu'elles sachent qu'il y a possibilité d'aller trouver des sages-femmes. Il faut aussi que les sages-femmes puissent maintenant se former aussi à ces nouvelles missions, en fait. Toutes celles qui font du suivi gynécologique sont toutes formées, elles ont toutes des diplômes universitaires, c'est intégré à la formation. Puis il y a aussi le médecin généraliste qui fait le suivi gynécologique et qui se forme. Ils ont dans leur internat obligation de passer 6 mois dans un service de gynécologie obstétrique pour valider le semestre de gynécologie. C'est qu'en fait, l'intérêt, ça a été, on faisait sortir, toujours par rapport à la sexualité, c'est-à-dire qu'en fait, voilà,
quand on allait voir un gynécologue, c'est pas forcément parce qu'effectivement c'était une demande parce qu'on était enceinte, ou c'était aussi parce qu'on a soit effectivement besoin de dépistage qui ont un lien avec notre sexualité. Donc c'était un peu déconnecté de ça en fait. Parce que souvent c'est ça, c'est le gynécologue. Moi je me souviens quand j'étais jeune, c'était le médecin généraliste qui faisait les frottis, qui faisait les examens. Il continue. Ouais. Après, quand effectivement en obstétrique, on allait voir un ou une gynécologue spécialisée. C'est peut-être tout ça qui est aussi à revoir. Donc, d'où patriarcat. Je suis la gardienne de l'heure et j'avais dit qu'on redonnait 5 minutes à chaque intervenante. Donc, il y avait une autre question. T'as le droit. C'est pas tellement une question, je sais pas, je suis arrivée un petit peu après le début, je sais pas si on en a parlé un petit peu au niveau international. On a parlé un petit peu, oui. D'accord, ok. Un petit peu, mais t'as le droit. Non, c'est juste pour dire que en Afrique, il y a 4 pays qui ont légalisé l'avortement, et encore avec des conditions assez restrictives, donc 4 sur 50 et quelques. Pardon. Oui, je disais en Afrique, il n'y a que 4 pays, donc Tunisie, Cap-Vert, Afrique du Sud, et puis je ne sais plus lequel, qui ont légalisé l'avortement. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que cette question-là, il y a quelques années, même avec nos camarades féministes africaines, on ne pouvait même pas aborder la question. Et elle le disait, elle disait on n'est pas, voilà, on a du mal, on n'est vraiment pas prête pour ça. Et on voit quand même que depuis 4-5 ans, la question arrive vraiment sur le terrain. Et que de plus en plus, elles font vraiment valoir des chiffres qui sont très parlants. En Afrique du Sud, la mortalité maternelle a largement diminué avec la légalisation de l'avortement. Parce que sur tous les pays, le chiffre, c'est qu'il y avait la mortalité maternelle est 35 fois plus élevée quand l'avortement est illégal. Donc c'est vraiment l'avortement légal, la légalisation de l'avortement, c'est vraiment une façon de protéger des vies. Et je pense qu'effectivement, comme disait Renata, sur les pays qui régressent, je crois que par exemple en Amérique latine, on a vu ce qui s'est passé en Argentine. Bon, au Brésil, il ne faut même pas en parler, là, avec le nouveau... voilà. Donc on voit à quel point effectivement le sujet est complètement politique et idéologique. Et donc c'est vraiment une bataille pour, un peu comme sur les questions de l'excision, notamment pour les copines africaines, de dire par quel bout on l'aborde. Est-ce qu'on l'aborde par le bout des droits ou est-ce qu'on l'aborde par le bout de la santé publique? Par quel bout est-ce qu'on a le plus de chances en fait de faire... de gagner des voix sur ces questions-là. Alors, ce qu'a fait Simone Veil, elle l'a abordé la santé. Puisque tu parles de l'international et de l'excision, le 20 mars, on aura le plaisir de recevoir Christine Bella-Cabane, qui a donc fait, elle est pédiatre, elle a fait aussi de l'anthropologie, toute une étude sur l'excision au Mali, qui s'appelle La douleur, les identités, je ne sais plus, et elle sera en Charente, donc on invitera tout le monde le 20 mars. Bon, je disais que j'étais la gardienne de l'heure. On continuera de discuter, surtout qu'il va y avoir ton film, Nina, qui va être projeté. Vous avez chacune à conclure après cet après-midi. Non, enfin, c'est pas vraiment une conclusion, plutôt une ouverture. C'est vrai que quand tu intervenais tout à l'heure, tu disais que il fallait parfois expliquer aux femmes les droits qu'elles avaient en France. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression que la violence de contrôle du corps des femmes, elle s'exprime dans plein de domaines et en fait,
avec différents degrés en fonction des contextes, des époques, et que peut-être aujourd'hui en France on a vraiment avancé sur la question des droits sexuels, reproductifs, mais que le contrôle s'opère par ailleurs dans des violences qui sont pas forcément moins graves, elles sont peut-être plus sournoises, moins visibles, et en plus des violences qui se croisent avec d'autres formes de domination, et c'est pour ça que je revenais sur ton intervention. Dans le collectif d'actualisation de notre corps nous-mêmes, on travaille avec une de nous s'appelle Nati Fofana et nous racontait que sa mère, quand elle était allée chez le gynécologue suite à cause d'une fausse couche de jumeaux, la gynécologue lui avait dit c'est bien, vous participerez pas à la surpopulation de l'Afrique. Et ce genre de remarques nous sont totalement invisibles, m'est totalement invisible à moi en tant que femme blanche parce que jamais je n'y suis confrontée, et on n'a aucune représentation de ce que peuvent être les violences envers les femmes d'origine étrangère, envers les femmes de quartier populaire, parce qu'en fonction de notre classe sociale, en fonction de notre maîtrise de la langue, en fonction de notre couleur de peau ou de notre handicap ou pas, ou de notre sexualité aussi, parce que les femmes lesbiennes sont extrêmement mal suivies d'un point de vue gynécologique. Les gynécologues ne sont pas formés et d'ailleurs pensent que souvent ça revient à ne pas avoir de sexualité, qu'il n'y a pas de risque de transmission de maladies sexuellement transmissibles dans une sexualité lesbienne, ce qui est totalement faux. D'ailleurs, tu as fait plusieurs films sur comment se protéger. Et c'est très important de réfléchir de façon globale à ces dominations croisées, parce que sinon on passe à côté du problème et que les rapports de pouvoir sont multiformes, protéiformes. Et c'était plutôt cette ouverture-là quoi me faisait penser aux interventions. Moi, c'était pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, que rien n'est acquis et qu'il faut qu'on reste très, très vigilant et vigilante sur ces questions-là. C'est vrai qu'il y a quelques mois, quand il y a eu le docteur de Rochambeau, donc président du syndicat des gynécologues et obstétriciens français, qui avait comparé l'IVG à un homicide, il y a eu beaucoup d'étonnement. On dit c'est incroyable, en 2019, on peut encore dire ça, mais moi je trouvais déjà que c'était pas étonnant, puisque ça s'inscrivait jamais que dans une tradition. L'ordre des médecins a été opposé à la contraception, a été opposé à l'avortement. C'est pas étonnant qu'un représentant d'une institution médicale aujourd'hui soit opposé encore à l'avortement. Puis en plus, ces forces conservatrices-là, elles sont là. On l'a vu aussi au moment de la manif pour tous. On a vu qu'on les entendait pas trop, mais que tout à coup, ils sont capables de ressortir en force, de se fédérer, de faire entendre leur voix. Donc, c'est sûr que rien n'est acquis. Mais je me faisais la réflexion il n'y a pas très longtemps. Je me disais, c'est intéressant aussi parfois d'être vigilant, y compris parfois dans notre propre bord politique. Moi, j'entends beaucoup, de plus en plus, c'est marrant, que finalement le féminisme, c'est une sous-lutte, que c'est une lutte un peu petite bourgeoise, que toutes ces questions autour de la sexualité, autour de la contraception, l'IVG, etc., mais aussi autour des questions de PMA, finalement vouloir un enfant à tout prix, est-ce que c'est pas un caprice ultralibéral et machin et tout. Enfin, moi j'entends que que oui, finalement, toutes ces luttes-là, c'est des luttes petites bourgeoises, on s'en occupera plus tard, et il y a plus important à faire avant, avec cette hiérarchisation des luttes. Donc voilà. Non, s'il faut conclure pour ma part de mon cas, c'est oui, appel à la vigilance, évidemment, rien n'est gagné, rien n'est acquis. Ovidie m'a pris ma conclusion. C'est pas grave, mais nous partageons les mêmes points de vue, donc c'est plutôt bien. Voilà. Oui, c'est vrai que rien n'est acquis. Et donc, du coup, j'ai oublié de dire des choses importantes tout à l'heure sur l'avortement. Et voilà. Il y a deux textes qui sont dans le Code de la santé publique. C'est que nul ne peut obliger une femme à interrompre une grossesse. Ça, c'est important aussi, parce qu'il y a des hommes, des fois, qui disent « moi, je veux que ma femme, elle avorte ». Voilà. Et si la femme ne veut pas, donc c'est très compliqué dans ces cas-là. Mais nul ne peut obliger une femme à poursuivre une grossesse. Parce qu'aujourd'hui, voilà, donc rien n'est acquis. Et arrive aussi sur les débats, la place de l'homme dans l'interruption volontaire de grossesse et son désir d'enfant. Voilà, quand...
peut-être nouveau débat. Voilà. Puis je pense aussi, on a du mal, nous, en France, à déjà faire valoir notre droit de congé maternité. On est en train d'essayer à ce que les hommes, on augmente le congé maternité. Je dis pas qu'il leur en faut pas, parce que c'est quand même bien, c'est une aide sur ces familles où on ne vit plus les uns à côté des autres. Donc les femmes, souvent, se retrouvent seules, sans famille autour pour les aider après la naissance. Mais du coup, augmenter le congé paternité à 2 mois, quand nous, on a juste 2 mois et demi, après 9 mois de grossesse. Bref, voilà, donc nouveau débat, mais rien n'est jamais acquis dans la vie. Je vais faire une petite conclusion rapide. Moi, je pense qu'il faut juste qu'on continue effectivement nos actions pour faire avancer, évoluer les choses. Il y a quand même, bon, même si c'est pas toujours parfait, il y a quand même des choses qui sont faites, hein, qui évoluent. Donc voilà, il faut qu'on continue toutes ensemble et tous ensemble aussi, avec les messieurs, dans ce sens. Voilà. Merci à vous. Non, moi j'ai pas de conclusion. Vraiment, on vous remercie toutes les 4 des apports. On va continuer avec ton film, hein, et donc il y a ton film plus la conférence de presse, hein, enregistrée, oui, ça. Donc on va aller dans la grande salle. On a un petit peu de temps, on peut faire une petite pause, boire un petit café, parce qu'on avait prévu à 18h30 les projections. Bon. Voilà. Mais moi qui me suis affolée parce que j'ai cru qu'on commençait à 18h. 18h30. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir continuer tranquillement le débat. De façon informelle.